C'est vrai que la lumière aveugle un petit peu. Merci à vous tous d'être venus pour cette conférence qui concerne, vous connaissez le titre, la Fondation de Revel. S'il y a cette lumière, c'est que la plupart des conférences, depuis plusieurs années, sont filmées. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir parfois, d'autres qui veulent revoir la conférence. Donc, nous allons nous organiser. Elles sont déjà sur YouTube, mais elles sont un peu difficiles à trouver. Mais la plupart des dernières conférences que nous avons faites sont filmées et sont sur YouTube. On va faire un listing et par voie de mail, vous saurez où les trouver. Donc ce soir, je vous parle de l'histoire de la Fondation de Revel. Il y a 680 ans, c'est vrai qu'au dimanche, il y a eu des grandes festivités organisées par la municipalité. 680 ans, c'est 1342-2022. Alors c'est vrai qu'on prend pour date de la fondation de la Bastide le 8 juin 1342, mais vous allez voir que dans cette histoire, les choses sont plus compliquées que ça, et je vais essayer de vous retracer un petit peu comment cette ville existe. Donc ça, c'est un petit clin d'œil sur notre association qui a déjà 33 ans et qui fait pas mal de choses et qui continuera pendant des années, j'espère, le plus longtemps possible à en faire. L'histoire de Revel, on la connaît grâce à quelques monographies qui ont été écrites depuis le 19e siècle. Elles sont toutes de valeur inégale, complémentaires, mais très importantes pour savoir en général cette Bastide, ce qui s'est passé depuis sa fondation. Ces ouvrages, on n'en retrouve pratiquement plus. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les archives de Revel, qu'elles soient à la mairie ou aux archives départementales Haute-Garonne à Toulouse, comptent parmi les archives les plus riches du département, peut-être même de la région. C'est vrai qu'on a eu la chance, nos consuls et nos anciens maires ont réussi à garder toutes ces archives. Et ça, c'est un outil, un matériau très précieux pour les historiens. Donc, grâce à ces archives, on peut retracer notre histoire, l'histoire de la ville de Revel, essentiellement pour le fin 17e, 18, 19 et 20e siècle, bien entendu. Avant, c'est beaucoup plus compliqué, mais on arrive à avoir quelques traces de cette vie revelloise au travers de monographies, d'ouvrages qui ont été écrits sur les guerres de religion, mais aussi au travers du Trésor des Chartes ou au travers de la Bibliothèque nationale, et notamment sur les textes royaux qui ont pu être écrits. Il y a pas mal de textes royaux qui concernent Revel, dont on peut retracer donc surtout la fondation, ce dont je vais vous parler. Depuis quelques années, nous avons décidé, nous sommes lancés à l'eau, bien que n'étant pas historien de profession, n'étant pas universitaire, je me suis lancé à l'eau, tout simplement parce que je pensais qu'il fallait absolument revoir cette histoire. Et cette histoire, nous sommes en train de la réécrire en détail, un peu plus en détail, au travers de 5 tomes. 3 sont sortis déjà. Vous voyez, ils sont en haut. 1, 2, 3. Le 4e devrait sortir. Attends, je sais qu'il y en a qui me demandent quand est-ce qu'il sort, Il ne sortira pas avant la fin de l'année 2023. C'est beaucoup plus compliqué. On arrive à la période de la Révolution. Ensuite, il y aura un tome 5 et peut-être même un tome 6. Je ne sais pas comment on l'articulera, étant donné qu'on voulait faire 5 tomes pour faire les 100 lettres de Revel et les 5 blasons de Revel. Alors, de quoi je vais vous parler essentiellement? On va voir d'abord l'implantation de la ville, pourquoi elle s'est faite à cet endroit, pourquoi à cette époque. Donc c'est les spécificités historiques de notre région, dans un contexte géographique, géologique et hydrologique. Mais la Bastide de Revel, il faudra savoir aussi pourquoi on l'a bâtie, où, comment et par qui. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Revel, bon, vous savez où elle est située, elle est bien située à l'interface de plusieurs zones qui, dans l'histoire, même on va dire dans la proto-histoire et la préhistoire, a été très importante, à la confluence de plusieurs influences méditerranéennes, pyrénéennes, et du centre de la ville, du centre de la France et du centre de l'Europe. Elle est aussi située, vous le voyez ici, et ça c'est d'actualité, pratiquement au centre de l'Occitanie, à quelques kilomètres près. Je crois que le centre de l'Occitanie est considéré du côté de Gaillac, si je me souviens bien. Ou à Lautrec. Donc, Revel est assez bien placé. Alors, au niveau de l'espace géoéconomique, avant que Revel existe, au XIIe, XIIIe siècle, je ne vais pas parler des siècles avant, ça serait trop long,
Il y a des unités de production qui sont dans cette plaine. Ces unités de production se retrouvent au sein de toutes petites communautés villageoises, des villages dont on connaît, il y a Vore, Dreuil, Vaudreuil et bien d'autres, Saint-Pierre-de-Calvérac, La Garrigole, Cadenac et bien d'autres. Mais ce sont de tout petits villages qui vivaient plus ou moins en autarcie, il y avait quand même quelques échanges économiques, mais il fallait absolument que ce terroir était à réorganiser sur le plan économique pour le rendre beaucoup plus dynamique. C'est un pays qui était complètement morcelé et instable, et il y avait énormément de désordres politico-religieux, notamment lors de la Grande Guerre méridionale, on y reviendra tout à l'heure, la guerre des Albigeois et la guerre de Cent Ans. Ça, quand je parle de la guerre de Cent Ans, la guerre de Cent Ans est contemporaine de la fondation de la ville de Revel. Et enfin, il y a bien sûr, dans ces petits villages qui se trouvent dispersés, complètement atomisés dans la plaine, mais aussi sur la montagne, on a des systèmes défensifs pour rester en sécurité. C'est-à-dire qu'à 30-40 km, on n'était plus en sécurité, il y avait beaucoup de problèmes, nous sommes dans la féodalité, beaucoup de problèmes entre seigneurs et entre pays. Et enfin, évidemment, une économie précaire, économie qui était précaire à cause de la guerre, des climats, les climats qui n'étaient pas très bons, quoique vers l'an 1000, c'est pas trop mal, mais après ça se dégrade, notamment lors de la fondation de Revel. C'est pas parce qu'on fonde Revel que le climat se dégrade, mais c'est à ce moment-là que le climat va se dégrader, et on peut dire pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française. Vous connaissez un peu l'histoire, l'histoire de pendant la Révolution française, juste avant la Révolution française, il n'y avait plus de blé, les conditions étaient très mauvaises. C'est ce qui a certainement provoqué les désordres sociaux de cette époque-là. Enfin, les maladies, la peste, toutes les fièvres qu'il pouvait y avoir, et donc ce que je disais, le système féodal. Alors, les espaces et les moyens de production. Revel, avant d'être Revel, c'est situé dans une plaine. À côté des plaines, il y a un piémont. Au-dessus du piémont, c'est-à-dire le versant de la montagne, il y a la montagne, et après il y a des plateaux. Et de l'autre côté, il y a des reliefs de cuesta, les coteaux. Donc chaque zone va servir à faire de la production bien particulière. C'est vrai que dans la montagne, on aura tendance à faire du pastoralisme, dans la plaine, ça va être le blé, plus tard, à partir du XVIe siècle, le maïs, et sur le relief de coteaux, à un moment donné, ça va être le pastel. Chaque zone, cette variété d'écosystèmes, cette variété de relief va être très intéressante pour les gens qui vivent dans la région. Avant que Revel soit mis en place, il existait des structures, des communautés villageoises qui vivaient et qui étaient gérées ou par le clergé ou par des gens laïcs. C'est-à-dire les laïcs, c'est sur un pouvoir, à partir d'un pouvoir militaire, c'est les féodaux. Au niveau laïque, ce sont les castrats, les archéologues disent les castrums, mais en latin ça donne des castrats, comme Bernico, Durfort, Saint-Amancé et bien d'autres. Il y en a du côté de Verdal, Massaguel. Pratiquement chaque vallée qui sort de la montagne, il y a un castrum. Un castrum, c'est un château fort avec un petit village qui est fermé dans des remparts. Il y a aussi des castellos, des villages plus nouveaux comme Durfort et Dourgne, et des mottes castrales que l'on retrouve essentiellement dans la plaine. On les retrouve notamment, des mottes castrales, on en retrouve à Dreuil, à Vaudreuil, à Roumens, et on voit bien ce parcellaire, pour ceux qui connaissent ces villages. Il y a un parcellaire arrondi avec souvent au centre une église. Mais là, à l'époque, c'était le village qui était comme ça. Sur le plan pour le clergé, évidemment, c'est des villages ecclésiaux qui ressemblent un peu à ce que je viens de vous dire, des sauvetés et des bourgs abbatiaux, comme le Sorès. On fait aussi de l'archéologie, on fait de l'histoire. L'histoire et l'archéologie, ça marche très bien ensemble, surtout lorsque, à partir des textes, on peut complémenter par des recherches archéologiques. Et il existe pas mal de sites dans la montagne, ils sont souvent sur des reliefs très hauts, proéminents. C'est des véritables belvédères, comme par exemple Bernico, qui est là, le pic de Bernico, qui est au-dessus de Sorèze, qui devait abriter 400 à 500 personnes environ. Ici, c'est une tour de Durfort, tour défensive, et ainsi de suite. Ça, c'est le castrum du Castellar de Massaguel-Verdal. Et vous avez les plans qui montrent que ce sont des villages qui sont complètement enfermés, enserrés dans des remparts. Voilà, ça c'est un plan qui montre qu'à chaque débouché de vallée, vous avez un ruisseau, une vallée, vous avez un site. Chaque fois, il y a un site. Ils sont pratiquement tous connus et nous sommes en train d'en topographier les derniers, de faire des fiches, des dossiers là-dessus.
Ce qui veut dire que c'était une zone, une sorte, je m'amuse, les gens sourient, les archéologues, les historiens sourient lorsque je dis ça, mais c'était une sorte de ligne de Maginot de l'époque, entre le comte de Toulouse et les Trincavel, qui étaient donc sur Carcassonne. Voilà l'ancien village des Casses, où l'on voit très bien le village qui se situait là, et avec un système défensif, avec un fossé qui est là. Donc on avance, ça c'est roumain, on voyait les systèmes ecclésiaux, vue d'avion, on peut voir très bien comment étaient faits ces villages. Des fouilles, ça c'est Dreuil, des fouilles, des fonds de silos, avec des jarres, des céramiques qui ont été trouvées. On a un dépôt archéologique à Sorèze, très important, et peut-être qu'un jour, on créera peut-être un espace d'évocation un peu de tout ça. Donc on va aller un peu plus vite. Donc au niveau politico-militaire, politico-religieux, qu'est-ce qui se passe juste avant que Revel soit fondé? Eh bien, de 1098 à 1195, on a la Grande Guerre méridionale qui va opposer les Trincavel, vassals du comte de Barcelone et du roi d'Aragon, contre le comte de Toulouse et quelque part le roi de France. Et après, de 1209 à 1229, on a la guerre des Albigeois, et Dieu sait que lorsqu'on parle de guerre des Albigeois, on passe de suite à Montségur, à des sites comme ça, mais il faut que vous sachiez, je le redis chaque fois, c'est très important, le cœur du pays Qatar, c'est ici que s'est passé le concile Qatar à Saint-Félix, c'est ici qu'il y a eu des grands bûchers, et c'est ici qu'il y a eu beaucoup de diacres Qatar, et où a quelque part commencé un petit peu cette religion, la religion Qatar dans le coin. En 1229, lorsqu'il y a la fin de la guerre des Albigeois, en 1229, il y a le traité de Parimeau, donc, qui rattache le comté de Toulouse au royaume de France. Mais cela se fera vraiment que quand Jeanne, la fille de Raymond VII de Toulouse, et Alphonse de Poitiers, frères du roi, vont mourir tous les deux sans descendance. Et en 1271, on a vraiment le rattachement de notre région, vraiment la grande région, sera rattachée au royaume de France, ce qui n'était pas le cas avant et qui pouvait poser des problèmes, la preuve, la guerre des Albigeois. Lorsque Revel va s'installer, quelques années avant, va débuter la guerre de 100 ans. De 1337, elle se finira en 1453. Vous voyez, ça fait même plus de 100 ans. Elle va opposer donc la dynastie des Plantagenets, en quelque sorte le royaume d'Angleterre, contre celui des Valois, c'est-à-dire le royaume de France. Et enfin, tout cela, lorsqu'il y aura, parce que la guerre ne dure pas tout le temps, des fois ça s'apaise un petit peu, ça s'arrête, et lorsque les armées n'ont plus à guerroyer, eh bien, ils vivent sur le pays, ce qu'on appelle les grandes compagnies, c'est des bandes, ça devient de véritables bandes de bandits qui vont attaquer les fermes, qui vont attaquer tout le monde, tuant, prenant les grains qu'il y a, et les gens, lorsqu'ils n'ont plus de grains, la soudure ne se fait plus jusqu'au printemps après, ils peuvent mourir de faim pendant l'hiver. Donc insécurité dans cette forêt, mais aussi dans les montagnes, mais aussi on trouve à travers des textes qu'il existait une grande forêt autour de Vore, Dreuil et Vaudreuil, la grande forêt de Baouré, qui était remplie de bêtes féroces, mais aussi d'assassins. Alors, quand on parle de la fondation de Revel il y a 680 ans, moi j'ai envie, et c'est un peu, bon c'est pas pour me la jouer ce soir, mais si vous voulez, j'aurais envie de faire remonter cette fondation à 720 ans. Pourquoi 720 ans? Parce qu'il y a un faisceau de présomption qui induit le fait que ce projet de Revel ne s'est pas fait en 1-2 ans, vous le comprenez bien. Ce n'est pas en 1341 qu'on décide pour 1342 que cette ville de Revel va être fondée. Donc on peut très bien supposer que près de 40 ans avant, un autre roi qui s'appelle Philippe le Bel ait pu induire ce projet avec son chancelier et le sénéchal de la région. D'autant plus que son chancelier était Guillaume de Nogaret, qui était né à Nogaret, donc près de Saint-Félix de Lauragais, et que son chancelier était Pierre Flotte. Pierre Flotte, d'ailleurs, qui va être grand chancelier de Philippe le Bel, qui va être remercié, puisqu'on va lui offrir, Philippe le Bel va lui offrir un fief dans le Dauphiné, un château avec un fief qu'on appellera le fief de Revel. Déjà, mettez-vous ça derrière l'oreille, Pierre Flotte, vers 1305-6, à quelques années près, je n'ai pas la mémoire des dates, va avoir ce fief de Revel dans le Dauphiné, et donc il va mourir
quelques années après, à la bataille de Courtrai contre les Flamands. Mais il aura un fils qui s'appelle Guillaume de Nogaret, qui lui va devenir aussi sénéchal de Toulouse, puis chancelier du roi Philippe VI de Valois. Bon, c'est un peu compliqué, je m'excuse, mais je ne peux pas vous l'expliquer autrement que ça. Donc c'est ce que je vous écris un peu tout ça. Alors, Philippe le Bel, en plus, il est venu. Il est venu vers... Alors, certains textes disent qu'il est venu vers 1301-1302, d'autres disent 1303-1304, mais ça, c'est normal. On ne sait pas très bien les années, puisque à certaines époques, les années ne commençaient pas le 1er janvier, commençaient le 1er mars. C'est-à-dire que lorsque vous étiez le 28 février 1341, ou le 29 février 1341, le lendemain, nous étions en 1342, puisque l'année commençait un 1er mars. Et puis, parfois, il y a des cacographies au niveau des textes où les chiffres ne sont pas toujours très bien écrits. Donc, on sait que début 14e siècle, entre 1301 et 1305, on a Philippe le Bel qui vient réorganiser l'Aquitaine, le Toulousain, le pays, et il serait venu, je vais dire, mais dans les textes c'est marqué en tout cas, il serait venu à l'abbaye de Sorèze pour prendre contact d'abord avec les religieux de l'abbaye, pour prendre contact avec les seigneurs du coin, mais aussi pour réorganiser le pays qu'il y a ici. Et lorsqu'un roi vient à Sorèze, vous vous rendez compte, à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel, de formidable. Tous les gens des villages alentours venaient pour voir ce roi et certainement apporter, non pas comme en 1789 des cahiers de doléances, mais en tout cas des plaintes doléancées pour leur dire ben, s'il y a ça qui ne va pas, nous on aimerait avoir l'autorisation de ceci, de cela. Et on a par exemple des gens de Dourgne, ça par contre c'est avéré, les gens de Dourgne qui vont venir. En plus, ce sont les jeunes gens et les jeunes filles. On choisit les plus beaux jeunes gens et les plus belles jeunes filles de Dourgne, avec une branche de romarin qui viennent voir Philippe le Bel pour leur demander de pouvoir continuer leur artisanat concernant les draps, les teintureries et tout ça sur Dourgne. Il serait vraiment étonnant que les gens de Vore, qui étaient pratiquement chaque année submergés par les eaux du Sort, dans des conditions qui n'étaient pas très faciles. Les gens de Dreuil qui vivaient dans de très mauvaises conditions, avec cette grande forêt remplie de brigands, remplie de bêtes féroces, je vous le dis comme c'est écrit dans les textes. Ça a été peut-être un peu grossi, mais ils l'ont fait pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ce serait étonnant qu'ils ne soient pas venus voir Philippe le Bel pour leur dire il faut absolument que vous nous bâtissiez une grande ville qui nous protège, une grande ville qui puisse réactiver le commerce et l'économie du coin, et que nous ne vivons plus comme ça en autarcie, et qu'à Vore, on ne soit plus chaque fois qu'il y ait des inondations du Sort, 1-2 fois par an, dans notre village. Alors, Pierre Flotte, comme je vous disais, qui a bénéficié de ce fief de Revel, va avoir un fils qui est Guillaume Flotte. C'est Guillaume Flotte qui est maître des requêtes en Languedoc, de 1307 à 1313, mais qui va devenir après chancelier de Philippe VI de Valois. C'est lui qui certainement, au travers des dossiers déjà induits par Philippe le Bel et par Guillaume de Nogaret, va certainement mettre en place cette construction de la ville de Revel. Voilà, mais ça déjà, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, on sait qu'entre Philippe le Bel et Philippe VI de Valois, il y a d'autres rois, Louis X de Lutin, Philippe V le Long, ainsi de suite. Et chaque fois, on sait, par certains textes, que chaque fois, il y a des suppliques. On dit au roi, pensez à nous, faites-nous une ville. Et un jour, ça va arriver. Et le jour qui arrive où c'est décidé, c'est fin février 1341. Vous avez vu, j'ai mis 42, mais c'est 1341, mais on est dans l'année 1342. Vous suivez? Ouais. Voilà. Et donc, on a une lettre qui vient de Paris, du château de Maubuisson, de Philippe VI de Valois, qui dit, voilà, j'ai décidé, suite à différentes demandes, des gens de Vaudreuil, etc., de construire une ville dans cette grande forêt de Baouré qu'il va falloir défricher et qu'on appellera Revel. Ils vont l'appeler Revel, tout simplement, en honneur de Pierre Flotte, qui est le père de Guillaume Flotte, mais certainement pour remercier Guillaume Flotte, qui est son chancelier. Donc le nom de Revel vient de là. Je crois que je l'avais prévu de vous en parler plus tard, mais j'ai envie de vous en parler maintenant. Voilà, ça c'est fait. Vous allez voir, c'est plus compliqué que ça, le nom de Revel. Voilà. Donc on a plusieurs personnes plusieurs personnalités qui vont être dans cette charte de fondation, puisqu'il y a une charte de coutume, chaque fois qu'il y a une bassine, une ville qui est fondée, il y a une charte de coutume.
qui est écrite, hein, qui donne les droits et les devoirs de chacun. Et pour la charte de Revel, nous en avons 89, mais on y reviendra là aussi. Alors on a 3 personnes, à part le roi Philippe VI de Valois, c'est le premier Valois, de la dynastie des Valois, qui va régner donc, et il y a ce chancelier qui s'appelle Guillaume Flotte. Le sénéchal de Toulouse à cette époque-là s'appelle Agot de Beau, et c'est certainement Agot de Beau lui-même qui est venu, le chancelier, le roi, je pense qu'il n'est pas venu lors de la fondation, mais ça on ne sait pas, on n'a pas les textes sur ça, mais on est pratiquement sûr que le sénéchal Agot de Beau est venu donc pour créer cette ville le 8 juin 1342. Il est venu au milieu de cette forêt qui avait certainement commencé à être un petit peu défrichée, dans une espèce de grande clairière, et certainement que le point central de cette clairière devait se trouver là où se trouve le beffroi actuellement. Et c'est là qu'Agot de Beau, en présence de nombreuses personnalités ecclésiastiques et laïques, des seigneurs du coin, peut-être des consuls de Vore, parce que Vore avait été érigé en consulat, sont venus avec toute la population qui avait été évidemment informée de ce qui allait se passer, sont venus pour prêter serment et pour qu'il y ait la présentation de cette charte. Alors, ce qui est intéressant, pour Revel, quand on bâtit une ville, ben, on ne peut pas la faire n'importe où. Là, pas de problème. On est dans un domaine royal, la forêt appartient au roi, on n'a pas d'autorisation à demander, enfin, ou en tout cas, on n'a pas à négocier avec les seigneurs aux alentours. On les tient au courant, parce que les seigneurs, il y en a quand même, qui regardent quand même leur intérêt. Il y a, par exemple... Ah, je me suis trompé. Voilà. On a par exemple le seigneur de Roquefort, l'abbé de Sorens, le seigneur de Belloc, seigneur de Vaudreuil, l'abbé Seine, et bien d'autres. Donc il n'y a pas de contrat de pariage. Là, ça va être une bastide, une ville royale. Elle bénéficie de beaucoup d'intérêt pour les gens qui vont venir y habiter. Donc cette fondation d'une bastide, de la bastide, c'est intéressant, puisqu'il va y avoir un regroupement des entités villageoises. Baoré va devenir Révélo, mais Vore va continuer d'exister. Évidemment, il va passer de Vore de plusieurs milliers, je peux le dire, ça a été écrit dans des textes écrits, je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que ça pourrait, parce qu'on a vu sur le plan archéologique que Vore était beaucoup plus grand que ce qu'il est actuellement. Vore va devenir un petit village, Dreuil, n'en parlons pas, tous les petits villages alentours, et jusqu'à Aurillac-sur-Vendinelle, parce qu'on sait sur des textes, il y a des gens d'Aurillac-sur-Vendinelle qui sont venus, il y aura une dépopulation qui vont se faire de tous ces villages qui sont autour de Revel pour se mettre au sein de cette bastide. On sait que cette bastide, très rapidement, va arriver à 3000 habitants. 3000 habitants au bout de 7-8 ans, disons. Je dis 7-8 ans, c'est peut-être 10 ans. Hein. Mais il y a des textes qui montrent que, c'est dit dans des textes, qui a 3000 habitants, il faut par exemple mettre un juge avec un système de police dans la ville, parce qu'avec 3000 habitants, là, il commence à y avoir des problèmes. Donc, important déplacement de la population, qui va se faire évidemment sans obligation. C'est-à-dire les gens, ils vont arriver, vite, on veut aller dans cette ville, parce que dans cette ville, on a des devoirs, ils sont marqués dans la charte des coutumes, au travers de ces 89 articles. Mais dans ces articles aussi, il y a des droits qui sont donnés aux gens. Par exemple, le droit de propriété, le droit de libre entreprise, le droit quand on n'est pas d'accord, d'aller voir un tribunal, et si on n'est pas content du résultat de ce tribunal, on va en voir un autre. On a le droit de sorte d'un appel, faire un appel, lorsqu'on n'est pas content du jugement donné. Donc c'est quand même, on ne va pas employer le mot de liberté individuelle, mais il y a quand même un peu de ça. De plus, lorsqu'on fait une faute, la faute, on sait quand on l'a fait, ce que ça va nous coûter. Évidemment, pour les fautes les plus graves, c'est la peine de mort, à cette époque-là, ben oui. Après, suivant que vous volez un porc ou une volaille la nuit ou le jour, ce n'est pas le même tarif, voilà, ainsi de suite. Tout est marqué, absolument tout est marqué, enfin, pratiquement. Cette charte n'est pas spécifique à Revel, en vérité. Revel, la charte de Revel, ce qu'il y a dans la charte de Revel, pardon, on la retrouve dans de multiples chartes, celle de Grenade, celle de Mauvesin et d'autres. Les textes sont à peu près pareils, donc il y a une sorte de typologie de charte que l'on reprend dans beaucoup de bastides.
L'intérêt de Revel, je vais le redire, je risque de le redire tout à l'heure, l'intérêt de Revel, c'est que Revel est une bastide de dernière génération, et ayant été fondée en 1342, elle a bénéficié des bonnes choses et des mauvaises choses des bastides antérieures. Donc c'est une sorte de bastide accomplie et réussie, je veux dire, sans être chauvin. En tout cas, les spécialistes qui étudient les bastides disent que c'est une très très belle bastide. Donc voilà, bon, ça rapidement, c'est pour rappeler un petit peu la forêt de Vors. Vous voyez, c'est ce qui est en vert. La grande forêt qui devait aller aux confins de Vors, Dreuil et Vaudreuil. D'ailleurs, entre ces villages, il y a un vieux chemin dans les vieux textes, on appelle ça le chemin de la forêt. Voilà. Voilà. Et ça allait pratiquement jusqu'à Saint-Ferriol, Durfort, Sorèze. Et là-dedans, c'est vrai qu'il n'y avait pas de village. Dans l'Antiquité, il y en a eu, mais à l'époque médiévale, il n'y en avait pas. Donc voilà, un petit clin d'œil un petit peu sur les gens des villages qui vont aller vers Revel. Alors Revel, voilà, tel qu'on le voit actuellement. On voit très bien le centre historique qui forme un essai d'hexagone, qui n'est pas parfait, mais qui est là, avec la partie centrale, les rues qui partent partout, la montagne noire au fond, le vol à voile, de l'autre côté il y a les coteaux, il y a l'arrivée... voilà, ça c'est la rigole, l'arrivée de l'eau qui arrivait à Revel, mais ça je vais vous en expliquer tout à l'heure, qui permettait d'irriguer Revel et de donner de l'eau aux animaux et aux habitants. Mais Revel, comme je vous le disais, se trouvait avant qu'elle soit fondée, c'est-à-dire en 1340. En 1340, c'était ça, c'est une forêt. Tout fut, les gens n'y allaient pas, ou très peu. Il valait mieux passer par l'extérieur. Et donc, à partir de 1341, on va dire février 1341, quand l'autorisation est donnée, on commence, voilà, les bûcherons commencent à faire quoi? Ils commencent à faire ça, vous l'avez vu. Ils commencent à faire un petit trou, une clairière. C'est là, donc, au beffroi, au centre, que va se passer la cérémonie du fixatio pali, le planter du pal. Je vous le montrerai tout à l'heure exactement de quoi il s'agit. Et après, évidemment, on va agrandir, on va à partir de là, les arpentins, les géomètres vont tracer des rues, parce que tout est bien calculé. Une bastide, on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a un stéréotype de construction avec des rues à angle droit, suivant un plan hippodamien. On prévoit le tour de la ville, on prévoit même des padouvins à l'extérieur. On dit même que pour Revel, on a mis 4 padouvins. Il y a un padouvin qui se trouve, c'est le padouvin Notre-Dame, si vous voulez, qui est là. Il y avait le padouvin Saint-Antoine qui se trouve du côté de la gendarmerie. Il y a le padouvin de Castres qui se trouve là où se trouve la salle de Claude Nougaro. Et il y a le padouvin de Sorèze, c'est là où se trouve le port Saint-Louis. Et on dit que ces 4 padouvins avaient été prévus évidemment pour les gens, ça appartenait, c'est des sortes de patus, ça appartenait à tout le monde. Tout le monde avait le droit d'aller amener ses animaux pour manger de l'herbe, pour faire pas mal de choses. Mais on dit que ces 4 padouvins, dans certaines monographies, étaient prévus pour faire des places identiques à celles-ci, parce qu'on pensait que Revel allait prendre une très grande superficie. En vérité, en 1770-1880, commence à peine la sortie des remparts du Tour de Ville. On commence à avoir des maisons qui se font à l'extérieur, mais uniquement à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà, la ville se construit tranquillement. C'est formidable parce que là, ils ont l'eau, ils ont les arbres, ils ont l'argile, ils ont le gravier sous leurs pieds. Ça ne leur coûte rien, sauf l'huile de coude, évidemment. Et la ville se fait, évidemment, on prévoit d'y amener de l'eau. Parce que cette bastide, on ne pouvait pas la faire. On ne pouvait pas la faire 300 mètres avant, 300 mètres après. Il fallait la mettre à cet endroit où le relief est assez important. Et ce relief se trouve entre l'ancien ruisseau du Sort qui se situait par ici, le Paléosort, et le Sort qui se trouve ici. Donc c'est en hauteur. La ville est environ à 6-7 mètres au-dessus, 6-7 mètres, peut-être un peu moins, du ruisseau du Sort. Donc en 5-6 mètres, ils ont récupéré cette dénivellation en allant chercher l'eau au pont Crouzet dès la fondation. Et on sait qu'il y avait des textes, des échanges qui ont été faits avec l'abbé de Sorèze pour avoir cette autorisation de prendre l'eau au pont Crouzet. Ils ont créé une rigole qu'on a appelée, nous, Albin Bousquet en particulier, pour ceux qui le connaissent, qui est un peu le spécialiste des eaux de la montagne. On l'appelait la rigole des consuls. Évidemment, Riquet
a pris ce cours-là pour en faire une rigole. La rigole, après, qui, à partir de Port-Louis, est partie vers là. Et cette eau permettait donc d'amener par le point le plus haut de la ville, notamment dans la rue du Temple, ancienne rue des Affacheries, rue des Teinturiers, si vous voulez, la partie la plus haute, qui est horizontale, permettait de faire partir de l'eau dans toutes les rues, vers le bas, là ici, et vers le bas ici. Et toutes les eaux sales se situaient vers le Meyral inférieur, mais surtout du côté de la Poste. C'est la Poste était un des points bas avec, je pense, le rond-point. Et ces eaux, après usées, partaient en direction mais allaient retrouver le Lot un peu plus loin. Donc tout était calculé, donc nous avons là des urbanistes qui sont très compétents et qui ont fait une belle ville, en plus en mettant... Attendez, non, j'y arrive pas. En mettant des routes, la route de Carcassonne qui va arriver par une porte, la route de Toulouse qui arrive à la place du Paty, la Poste est là si vous voulez, qui est arrivée par la rue Marius-Douy, l'ancienne rue Saint-Antoine, la route de Castres qui est arrivée par la rue Victor Hugo, et la route de Sorèze qui est arrivée, par la route de Sorèze. Voilà. Et si vous remarquez, ces entrées, il y en a 4. Il y en avait 4 à l'époque, uniquement 4. Après, il y a eu les remparts autour. Ce qui veut dire que quand vous rentrez par là, vous ne pouviez pas passer en face. Là, en face, vous vous trouvez en face d'un rempart. Il était pareil pour là. On se retrouvait avec un rempart. Là, si vous alliez en face, on avait un rempart aussi, ainsi de suite. Donc, c'était une sorte de baïonnette. Il fallait faire un tracé de baïonnette. Ce tracé de baïonnette passait par le centre du Beffroi. Et c'est là, donc, automatiquement, quelqu'un qui venait de Toulouse, qui voulait aller à la Castres, il était obligé de passer par le Beffroi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chemin extérieur. Et au Beffroi, évidemment, là, il y avait des gens pour l'octroi, pour faire payer des péages. C'est comme ça que la ville et les consuls avaient un certain petit budget. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur un terrain royal. Pas de problème, pas de droit de pariage. On est chez le roi, on n'a rien à demander. Mais quand même, il y a les seigneurs aux alentours qui disent qu'il faudrait quand même bien se mettre d'accord et bien faire en sorte qu'il y ait une délimitation de cette forêt. Parce qu'on ne veut pas que des moutons revélois viennent manger l'herbe de Vaudreuil ou d'ailleurs. Donc il y a un bornage qui se fait. Ce bornage, on appelle ça des boussolas. Des boussolas, vous voyez, comme ça. Attendez, c'est écrit comme ça. Des boussoles, si vous voulez. Il y a 16 pierres qui vont être mises autour de la forêt, ici, autour de la forêt de Revel. Et ça, c'est un plan du début du XVIIe siècle. Et ces boussoles, on a très peu retrouvé. On ne sait même pas si ça en est vraiment, ce qu'on a trouvé. En tout cas, du côté de Saint-Ferriol, on a trouvé des pierres sculptées comme ça. On en a trouvé une dizaine qui étaient sur un rocher. Ça, on ne sait pas exactement si ça correspond à ces boussoles. Et on a trouvé des pierres plantées qui pourraient aussi évoquer menhir. Pourquoi pas, hein, il y a des menhirs, il y en a dans le coin. Hein, on en connaît. Donc là, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que sur le plan, les pierres sont bien marquées. On ne le voit pas bien là, mais les pierres sont bien marquées. Alors, la bastide de Revel, une bastide unique en France? Non, pas du tout. Le phénomène bastide, il y a eu un phénomène bastide qui est voulu par le roi, qui a été voulu au départ par les comtes de Toulouse et d'autres, qui commence vers 1220. C'est-à-dire le truc, c'est une sorte de, je l'appelle comme ça, mais le mot n'est pas très juste, une sorte de remembrement agricole. C'est ce que je vous disais à Revel. L'habitat était complètement atomisé, donc on essaie de créer une dynamique économique en créant des bastides. Entre 1220 et 1360 environ, vous voyez, Revel est fondé en 1342, il y a près de 300 bastides qui vont être fondées. C'est une véritable révolution dans le sud-ouest, hein, une véritable révolution urbaine qui va se mettre en place. Alors ici, il y a, bon là on va passer vite parce que pour vous expliquer ça c'est un peu compliqué. Bon, globalement, on essaie de le remettre dans une espèce de grand catalogue historique, hein, et on voit en noir les bastides qui commencent vers 1220. Au début, il n'y en a pas beaucoup, puis ça devient très très important vers 1300, bon je ne dis pas. Et Revel, regardez, c'est une des dernières bastides, je crois qu'après il s'en fait que 6 ou 7. Après, et ça se termine vers 1370-1380. Voilà. Alors, est-ce que Revel a été fondé au meilleur moment?
1342. Pourquoi 1342? Ben, tout simplement parce qu'il aura fallu 40 ans, on peut toujours dire ça, pour faire le dossier. Il a fallu en demander à plusieurs rois. Et puis, il y a un roi, en particulier Philippe VI de Valois, qui l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Alors, on peut se demander s'il n'a pas fait uniquement dans un cadre politique bien particulier. C'est que c'est la guerre de Cent Ans, quelques années avant, une dizaine d'années avant, la guerre de Cent Ans est déclarée, et les Anglais qui au départ étaient ici, les Plantagenets, si vous voulez, qui étaient là, ont fait une très forte... ont absolument bousculé toutes les limites du royaume de France, sont venus jusqu'à Albi, étaient aux portes de Toulouse. On peut se demander, alors ça c'est moi qui le dis, ça c'est très vraiment... c'est pas de l'histoire ce que vous faites, mais c'est une impression que je donne, après les gens ils en font ce qu'ils veulent. On peut se demander s'ils n'ont pas fait Revel justement pour regrouper les villages et pour dire ça pourra toujours servir de place forte pour lutter contre les Anglais s'ils avancent encore. Mais les objectifs étaient avant tout, en tout cas pour toutes les Bastides, ces objectifs étaient des objectifs socio-économiques, ce que je vous disais, regroupement, réactivation de l'économie, but politique aussi pour fidéliser la population auprès du roi, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas donné à 100%, hein, on a connu la guerre des Cathares. Donc, on tient absolument à sécuriser et à rendre les populations beaucoup plus dociles. But militaire, c'est ce que je vous ai dit, mais c'est ce que je vous dis aussi, c'est le contrôle et la sécurité des populations. La dynamique économique, le renforcement du pouvoir royal, prélèvement des impôts, on est en pleine guerre, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et pour prélever de l'argent, eh bien, il faut absolument pouvoir gérer tous les gens, savoir combien de gens il y a dans les villes, quels sont leurs biens, et les taxer. Et on retrouve très rapidement, quelques années seulement après la fondation de Revel, pas des compois, le compois c'est l'ancêtre, si vous voulez, des impôts locaux, mais des sortes de remembrements où on calcule le nombre de feux, le nombre de personnes qu'il y a pour payer des taxes, pour ceux qui peuvent en tout cas. Et on a plusieurs textes qui datent de 1355, de 1360. À l'implantation, pas n'importe où. Alors, l'eau, c'est la chose principale qui permet donc aux gens d'avoir un certain confort d'habitat. De l'eau, il en faut, et à Revel, il n'y en avait pas. Donc, il a fallu la faire venir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vous ai fait une espèce de bloc diagramme en 3D, où l'on va placer, pour que vous sachiez un peu où vous êtes là, parce que bon, c'est un bloc diagramme, c'est pas toujours facile. On a la Garrigole, on a Sorèze, on a le lac Saint-Ferréol. On a Revel qui va se fonder ici, et les trois villages, Vore, Dreux et Vaudreuil. Vous voyez ici qu'il y a en relief, c'est la ligne de crête qu'il y a entre le ruisseau du Lodotte et le ruisseau du Sort, si vous voulez. Ici, c'est le Piémont, c'est le bas de la montagne Noire, le bas de la côte de Saint-Fé, si vous voulez. Et Revel est vraiment sur cette espèce de relief qu'on ne voit pas très bien, un relief qui est là. Et donc, avant, voilà, ça c'est les villages, et avant, il y avait le palais au Sort, le ruisseau du Sort, qui ne coulait pas là où il coule actuellement, mais qui coulait à cet endroit-là, ici, tout près de la montagne. Et ensuite, il s'est déplacé et il a coulé ici. Le Sort se retrouve actuellement ici. Donc ça, par contre, on retrouve encore dans les sédiments, on retrouve encore le passage de cet ancien Sort. Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà le Sort et le palais au Sort. Attendez, je regarde. Voilà. Et donc, on va, pour Revel, on va capter un ruisseau, comme je vous le disais tout à l'heure, excusez-moi, je me répète. Hein, on va capter le ruisseau au Pont Crouzet et amener l'eau à Revel. C'est le trait en bleu foncé. Et il y a même un projet, et dans la charte de fondation on le voit, puisque le roi permet la captation du Lodotte. Le Lodotte, c'est à Saint-Fé, c'est derrière, mais quand on y réfléchit, moi je viens me balader souvent, et souvent j'y pense, quand je pars dans mes trucs, je dis mais c'était rien à faire, il suffisait qu'il fasse une petite rigole, l'amener à la murette, passer le rec de la murette, redescendre le rec de la murette, et on retrouvait le ruisseau du côté du stade. C'est-à-dire que le Lodotte, si on manquait d'eau là, ou si on n'avait pas pu avoir de l'eau avec l'abbaye, c'est pas très fort là, ça va? Ça va?
dont vous pouvez récupérer cette eau du lot d'hôte. Ça n'a jamais été fait, mais il faut que vous sachiez que sur les cartes et sur les documents, la zone autour du stade s'appelle la plaine du lot d'hôte. Voilà. Alors bien sûr, quand il y a de l'eau, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les humains, c'est bon aussi pour l'économie, puisqu'on peut mettre des moulins. Et on sait que dès la fondation, il est prévu de mettre 6 moulins. 4 moulins bladiers, c'est-à-dire pour faire du blé, de la farine, et 2 moulins foulons pour faire des draps. On sait que dès le début, Revel, la principale économie de Revel, outre le blé, les céréales, évidemment, un peu de pastoralisme quand même autour, et l'agriculture, c'était aussi des marchands drapiers, c'était de la teinturerie de draps, justement à partir des moutons, hein, la laine de mouton, on faisait du fil, et il y avait des petits moulins. Alors il faut des moulins, il ne faut pas avoir des gros moulins, ça peut être des petites moulines toutes petites comme cet exemple-là. Hein. Alors ça, ce n'est pas une photo d'ici, je suis allé le chercher évidemment sur Internet. C'est un truc tout simple, hein, il suffit dont on a l'énergie motrice, où on peut avoir des têtes qui peuvent taper sur des draps, ou pour faire tourner des meules. On sait que les moulins avaient un nom, c'est le moulin Copé, Talabassio, La Canale, Gaujou, le moulin Battant. On sait très bien à peu près où ils étaient. Ah oui, si quand même, je voulais vous montrer. Encore, on peut avoir, lorsque vous allez du côté de Port-Louis, à un endroit, on peut trouver encore les vestiges de l'ancienne rivière des Consuls, qui n'a pas été captée par la rigole par Riquet, et qui baigne un petit peu dans son jus. Et on peut y aller, il y a une petite cascade. Là, vous avez comment on appelle ça, le truc pour tourner, là. Je cherche les noms. Ouais. Le rond-point, merci. Le rond-point pour aller à Sorèze, et vous venez, il y a une petite barrière, il y a deux petites cascades, il y a un petit plan d'eau, et si vous passez par le côté, on peut y descendre, là, c'est pas très facile, mais là, vous êtes dedans, vous dites, ça y est, je suis il y a 500 ans, quoi, c'était comme ça. Alors, ça a un petit dessin qui montre un petit peu tous les ruisseaux qui descendent de la montagne et qui ont été coupés par la rivière des Consuls, mais aussi par la rigole de Riquet. Ça, c'est intéressant parce que toute cette eau ne peut pas passer dans le Sort et quelque part empêcher les inondations en partie de Vore. Carte géologique, là je vais passer vite aussi, la carte géologique qui montre où était le Sort, où passe maintenant la rivière qui a été dérivée, qui passait à Revel, mais qui partait aussi en direction, par les allées Charles de Gaulle, qui partait en direction du Lot-d'Hôte, enfin de Garavac, et ensuite les eaux usées qui partaient aussi en direction du Lot-d'Hôte. Et je me rappelle même quand j'étais gosse, on allait jouer dans les champs qui étaient derrière, il y avait plein de petites écluses, plein de petits canaux, mais des petites écluses toutes petites en fer, que nous on s'amusait à ouvrir, à fermer, je ne sais pas si on faisait bien, mais bon, c'était un jeu de gosse de l'époque. J'avais 5, 6, 7 ou 8 ans à l'époque. Et ensuite, voilà, ça c'est la rigole. Alors, Revel, évidemment, comme je vous le disais, l'eau arrivait par la partie du haut, par la rue du Temple, la rue des Affacheries, que vous avez ici. Allez, voyons, ici, voilà. Voilà. Et on voit très bien, ça c'est un vieux plan que j'ai modernisé pour qu'il soit plus lisible, hein, où on voit très bien les anciens ateliers de teinturerie et de tannage de peau. C'est des trucs en verre foncé. On sait exactement où ils étaient, il y en avait tout le long. Il faut vous imaginer, quand vous regardiez cette rue du Temple à l'époque, c'était un peu comme les galeries qu'il y a, les couverts, un peu comme les couverts qu'il y a autour de la place. Et ensuite, vous avez cette eau donc, qui était distribuée à travers les rues qui sont en pente, qui permettait de laver la ville, donc évidemment. Ça permettait aux gens aussi de vider les pots de chambre le soir. Là aussi, c'était fortement réglementé. Et tout ça, ça partait en direction du Rio Méral. La poste est là, le Rio Méral, actuellement, c'est là où il y a le petit parking. Ça partait vers là. Mais ensuite, ça partait aussi vers l'Alandelle, ça s'appelle. Oui, c'est ça, l'Alandelle, là aussi qu'il y a actuellement les constructions de maisons là, qui se font. Et là, vous aviez une espèce, pas de lac, mais une forte retenue d'eau, avec les eaux usées, qui étaient vraiment, c'était de l'eau vraiment qui était complètement corrompue, mais qui avait un intérêt, c'était qu'il y avait des gens qui pouvaient y récupérer des engrais. Et il y avait des gens il y avait des fermes, des baillages, le consul de Revel donnait en bail
l'ébout qu'il y avait à cet endroit-là, et voilà, et il donnait un temps à la mairie. Et c'est de là d'ailleurs qu'en 1854, ça c'est très intéressant, si un jour vous pouvez lire l'article que nous avons fait sur le choléra en 1854, c'est à partir de là que va commencer le choléra et partir dans les rues. Et on voit très bien comment se dessine en quelques semaines le choléra qui remonte vers la ville. Et en quelques semaines, une ville qui avait 3000 habitants, il y a plus de 350 morts en quelques semaines. Alors ça c'est les rues, là je vous montrerai les flèches des rues qui sont plus larges que les autres. C'est la rue du Cap Martel et la rue des Affacheries qui font près de 10,50 m de large alors que les autres font que 6,70 m, je crois, ou voilà, quelque chose comme ça. Et ces deux rues très très larges permettaient donc d'avoir des ruisseaux importants, un bon débit d'eau et qui permettaient d'avoir des moulins. Une petite idée, moi j'aime bien faire arranger des photos un petit peu. Voilà une vieille photo où l'on voit la rue du Temple. Le Temple est ici, on voit bien la porte. La rue du Temple qui est ici. Ça c'est là où c'est qu'il y a la fontaine des Trois Grâces qui est là, la route des Castres. Et à l'époque, ici, cette rue, vous voyez qu'elle est très très large. Il y a encore là, c'est début XXe siècle, donc une carte postale début XXe, où on voit de l'eau qui coule de chaque côté. À l'époque, c'était au centre que ça coulait. C'était un ruisseau qui pouvait faire 2 mètres de large, plus de 1,50 m à 2 mètres de profondeur, avec un parapet de chaque côté. Et évidemment, de chaque côté, comme je vous le disais, il y avait des appentis, un peu comme ça, hein, ça doit être un peu ce style. J'ai pris un peu un exemple, ce qu'il y avait à la rivière de la Bièvre à Paris. Donc tout le long, il y avait ces ateliers de tannage de peau, teinturerie, ainsi de suite. Inutile de vous dire que l'eau qui coulait à la fin ne devait pas être très potable. Ça, c'est après, au départ, il n'y a que 2 fontaines. Les deux fontaines se trouvent, l'alimentation se trouve près du centre, près du beffroi. Il n'y a pas d'eau ailleurs. Les gens viennent de toute la ville pour chercher l'eau à cet endroit-là. Mais après, très rapidement, dès le XVIIIe siècle, on met des fontaines pratiquement à tous les croisements de rues. On a même, je ne l'ai pas mis ici, on a même le calibrage des tuyaux. Qui sont à cette époque-là en fonte, alors qu'au début c'était en terre cuite, et qui posait évidemment beaucoup de problèmes. Voilà, ça c'est les fontaines. Il en reste quelques-unes de ces fontaines. La fontaine que l'on trouve à l'angle de la rue du Temple et de la rue du Thor, celle qui est en face est l'église, et une qui se trouve dans la rue des Sœurs. Alors la charte de fondation, ce que contient la charte de fondation, je ne vais pas tout vous expliquer, mais globalement, c'est quelque chose de complètement désorganisé. C'est-à-dire vous n'avez pas ce qui concerne l'établissement proprement de la Bastide, puis après l'organisation municipale, puis judiciaire, puis ainsi de suite. Non, non, c'est dans le désordre. Tout dans le désordre, mais en 89 items, on appelle ça des items, c'est marqué comme ça, on retrouve pratiquement tous les droits et les devoirs des gens. Alors ici, vous avez les sceaux de Philippe et de Valois qui sont appendus, minces, qui sont appendus à la charte, voilà, avec les 3 fleurs de lys. 3 fleurs de lys, c'est vraiment les Valois. Nous avions, si vous allez à Toulouse, il y a même les liens qui permettaient de fermer avec le cachet de cire, qui permettait de fermer de rouler et de sceller la charte. Et voilà la charte, un aperçu. C'est une charte qui est assez grande. La hauteur, là, ça fait de là à là, ça fait presque 1,80 m, 2 mètres, je crois, ça, sur 90 cm, 1 mètre de large. Donc là, vous avez plein de petits trucs comme ça. Il y a marqué item, item, item. Chaque fois, c'est un nouveau chapitre. Il y en a 89. Et tout est écrit, alors évidemment en latin. Alors en plus, c'est écrit avec une écriture curviligne, très compliquée à lire. Moi, je ne lis rien du tout, à part les items, parce qu'on m'a dit que c'était item. Moi, je ne lis rien du tout, donc il faut des spécialistes. Et il y a des spécialistes donc, qui ont transcrit cette charte. On a le texte qui est entier, qui est complet. Voilà. Vous voyez? C'est intéressant, hein? Bon, on peut lire, bon, il y a quelques mots. Indifférencié, je ne sais rien. Émolument, vous voyez? Ah, c'est en français un peu quand même. Ouais, bon. Je crois qu'elle est en latin. Et après, évidemment, chaque roi, un roi meurt,
un nouveau roi vient, et chaque fois, il y a une nouvelle charte qui est actualisée. C'est-à-dire, chaque fois, les revellois demandent au roi, faites-nous un vidimus, on a vu, on est d'accord avec la charte qu'il y avait avant, donc on continue à donner ses droits et ses devoirs à la ville. Donc on a la charte, c'est pour ça que je disais tout à fait au début qu'on a des archives très riches pour Revel. On a la charte de Charles VIII, de Louis XII, de François Ier et bien d'autres. Bon, ça je passe, c'est comment est faite la charte, parce que c'est plusieurs parchemins qui sont reliés, cousus les uns aux autres. Je passe. Alors, je reviens sur les Bastides. Je vous ai dit qu'en un siècle et demi, on va créer 300 villes. Ça, c'est un problème. Quand on fait 300 villes comme ça, d'abord, ça demande une énorme énergie, mais ça, bon, il y avait quand même du monde pour travailler. Mais comment on va les appeler? Comment on va les appeler? Alors, il y en a beaucoup qui donnent un nom pour évoquer le roi. Ça va être Réalville, Réalmont, Montrégeau. D'autres vont donner des noms un peu exotiques, comme Cordes, Fleurance, Cologne, Grenade. Enfin, des fois, on remercie le sénéchal, Jean de Trie, sénéchal de Toulouse. Ça va devenir Trie-sur-Baïse. Et pour Revel, c'est ce que je vous ai dit. En vérité, je devais vous en parler là. Je vous l'ai dit. Revel, c'est le chancelier Guillaume Flotte, seigneur de Ravel, qui tenait ce fief de son père Pierre Flotte, qui est mort à Courtrai, de Philippe le Bel. Et donc, Reybel, ça peut marcher aussi à Philippe le Bel. Ça, quand même, jusqu'à il y a 2-3 ans, je n'aurais jamais tenu ce discours. Je disais non, c'est Philippe VI de Valois, le roi fondateur, c'est pas Philippe le Bel. Là, on peut revoir un petit peu la copie. Mais Philippe le Bel, c'est certain qu'il n'a jamais mis les pieds dans la forêt pour dire c'est là qu'il faut la faire. Il a juste induit le dossier. Donc, on peut dire que Revel a été conçu dès le début du XIVe siècle. D'ailleurs, sur une des portes de Revel, on ne sait pas laquelle, sur une des portes de Revel, il y avait écrit « Moi, la nouvelle qui jusqu'alors m'appelait la Bastide de Vore, serait appelée Revel en l'honneur de mon roi, au Père Tout-Puissant, roi des rois, un et trine, donne-moi de jouir d'une prospérité éternelle. » Voilà, ça on a retrouvé ça dans des anciennes monographies, notamment celle de Barrault. Nous, on ne l'a jamais vu. Bon, voilà, on prend ça. Mais vous savez, quand on fait de l'histoire, on reprend ce qu'ont fait les autres un petit peu, on n'invente pas. Hein. Évidemment, on peut des fois trouver quelque chose qui n'est pas connu, mais c'est tout. Et après, le mot de Revel, après, a été mangé à toutes les sauces, puisque ce que je vous ai dit, je pense que c'est ça qui est juste, hein. Je ne suis pas le seul à le penser, mais d'autres ont pensé que Revel vient de rebellum en latin, la rebelle avec cette histoire de forêt, infestée de brigands, ainsi de suite. D'autres pensent au fameux accord fait entre les Trincavel et Isarn de Jourdain de Cessac en 1174 qui lui donne le mont Révulus, le mont Revel. Certains ont pensé que le mont Revel se trouvait en Lancastre, à Saint-Ferriol. Lancastre, ça a aussi un nom un peu de castrum, de place forte. Il n'en est rien, puisque le fameux mont Révulus, on l'a retrouvé, et on vient de finir d'ailleurs le dossier archéologique que l'on rend en ce moment. Vous avez le dessin de ce castrum, on pensait qu'il n'existait pas, on l'a retrouvé. On a retrouvé même des textes, des fois, vous voyez, il suffit de chercher. Et il se trouve près de Cessac, entre Cessac et Villemagne. Donc ça n'a rien à voir avec le nom de Revel. Et enfin, la dernière hypothèse, celle que je vous ai dit, Revel, la famille Flotte, retour sur Philippe le Bel. Je pense que ça, c'est le bon plan pour dire d'où vient le nom de Revel. Je rappelle que le château de Revel en Dauphiné, c'est là qu'a été filmé le film Les Choristins. Voilà pour ceux qui l'ont vu. Alors, le planté du pal, quelle heure il est? Oh, ben c'est bon. Vous avez encore 1h30, 2h à attendre, c'est bon. Alors, la cérémoniale du fixatio-pali. La fixatio-pali, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ouais, on fixe un pal, on fixe un pieu. Vous voyez l'image à droite? Ben, on coupe un arbre, on fixe un pal, et c'est donc le 8 juin 1342, au beffroi de Revel, au centre du beffroi, qu'on a planté ce pal, et c'est à partir de là qu'il y a eu ce cérémonial, avec certainement le sénéchal à Godebout, tous les gens qui sont venus d'un peu partout, c'est ce que je vous disais, et c'est à partir de ce point qu'a été tracé les rues rectilignes
de la ville de Revel, rues orthonormées suivant un plan hippodamien, c'est-à-dire les rues qui se coupent à angle droit. Il faut dire qu'en 1342, à Paris, des rues de 6,70 m de large, c'est les largeurs de Revel hein, qui ont été faites dès la fondation, des rues de 6,70 m à 10,50 m devaient se compter dans les 10 doigts des mains. Les rues Saint-Denis, les grandes rues qui arrivaient à Revel, d'accord, elles devaient être assez larges. Par contre, les petites rues, la plupart des rues, peut-être 90% des rues du centre de la ville, de Paris, ne devaient pas mesurer plus de 2 mètres de largeur. C'était quand même quelque chose de formidable qu'une ville comme Revel ait des rues de 6,70 m de large. Alors voilà, ça c'est des petits dessins, un petit clin d'œil un petit peu sur ce qu'il a pu se passer avec tous les gens qui étaient autour. Les personnalités, l'évêque de Lavaur qui a dû venir, les gens de tous les villages, les consuls, les seigneurs. Alors, on voit souvent que dans ces chartes, quibus visis palpatis et consideratis, c'est-à-dire que quand on fait une bassine, on ne la fait pas comme ça, quoi. On la réfléchit, on palpe ce qu'ils disent, on considère le terrain, on regarde ce qu'il y a autour, on regarde qui c'est qu'il y a autour, on regarde comment les gens vont pouvoir vivre. Tout ça, ça a été fait. Et pour Revel, aucun document n'atteste comment la charte de fondation a été livrée au consul et aux habitants de Vore et de Revel. Est-ce qu'elle a été donnée à Vore avant que Revel soit vraiment construite, ou est-ce qu'on a attendu quelque temps pour la donner à Revel, ou est-ce qu'elle a été donnée, élue le 8 juin 1343, lorsqu'on a fait le Fixatio Pali. On ne peut que supposer, je lis, on ne peut que supposer que la tradition aurait pu ressembler à la cérémonie de remise de la charte qui s'est opérée à Fonsorbe le 29 mai 1279. Nous, à Revel, on n'a pas le texte. Alors on prend les textes ailleurs et on essaie de dire que ça devait être à peu près pareil ici. Donc on sait que les gens sollicitèrent humblement et avec une grande insistance, les genoux fléchis, les mains jointes, les personnalités qui représentaient le roi, avec le petit dessin que vous avez à droite. Alors, voilà, bon, ça c'est un petit clin d'œil pareil sur le beffroi. Vous avez vu le beffroi, il était comme ça à l'époque à peu près. Ça c'est le clocher de Grenade-sur-Garonne que j'ai mis sur la halle de Revel. Mais on a des dessins qui montrent que c'était à peu près pareil. Puisque le beffroi que nous avons actuellement date de 1830, donc il est tardif. À l'époque, nous avions un clocher en pan de bois avec le petit campanile tout à fait en haut et avec des prisons et une salle de réunion pour les consuls. Donc voilà comment ça pouvait être à l'époque et lors de la fondation. Pour fonder Revel, il a fallu de l'argent et on a des textes là aussi, des textes qui viennent de Marguerite de l'île Jourdain qui va épouser le fils du pape Jean XXII, 21, pardon, 22, c'est plus récent. Jean XXI, on sait qu'ils avaient des fiefs très importants autour de Carman, Saint-Félix, et on va faire ce monastère des Clarisses qui se trouve au Casses, et c'est eux qui vont prêter de l'argent au consul de Revel. Alors tout ça c'est expliqué, moi je ne l'ai pas lu complètement parce que c'est difficile à lire, mais on sait qu'ils ont prêté, ce qui était pas mal, le 9 mars 1345 ou 1344, 900 livres pour la ville. Voilà le texte. Je vous le laisse lire, 2 minutes, voilà c'est bon. Allez, on continue. Alors, le plan hippodamien, vous avez compris ce que c'est, mais c'est pas. On dit que c'est une révolution urbaine, mais ça c'était déjà connu dans des villes grecques, romaines. Il suffit de prendre une photo aérienne de Tingbad en Algérie, où vous avez vraiment, vous avez ça, c'est à angle droit. Et ça c'est quand même, pour la France en tout cas, même si dans l'Antiquité il y a eu ce genre de plan, après ça n'a pas du tout été ça, ça a été des espèces de villes en rond, des rues qui partaient un peu n'importe comment. Là, tout est bien cohérent et logique. Voilà, planter du pal de nouveau, j'y tiens ou pas là. Donc, les arpentins vont tracer ces rues. Il y a des rues transversales aussi. On en voit une que l'on ne retrouve pas tellement sur le plan, mais qui se retrouve du côté de la cour de la mairie, qui est ici.
et une qui correspond à la rue du Cap-Martel, mais il n'y a que la rue du Cap-Martel. Après les rues, on ne les voit plus. Elles ont disparu ou elles n'y ont peut-être jamais été. Enfin, il y a les remparts avec les portes. Alors ces remparts ne sont pas prévus dans la charte de fondation, enfin ils ne sont pas prévus. Si dans la charte ils disent qu'ils pourront, s'ils veulent, se protéger derrière des murs, mais au départ, il n'y a pas de rempart. Il n'y a pas de rempart parce que d'abord c'est onéreux, ça demande beaucoup d'énergie, on passe toute l'énergie à faire les maisons qui y a à l'intérieur, le beffroi, à faire les rues. On commence quand même, comme on a besoin de beaucoup d'argile, de l'eau, d'arbres comme ça. Pour les arbres, il y a le défrichage de la forêt, bien entendu. Mais pour l'argile, on commence à creuser des fossés tout autour. On creuse, et cette argile mélangée avec les tiges des céréales va faire une espèce de mortier. Avec les pans de bois faits par les arbres, on va bâtir des maisons, comme je vous disais, à pas très cher. Dont les fossés ont dû être faits assez rapidement, mais si la ville date de 1342, à 1355, c'est la virée du prince noir qui va passer à Castelnaudary, qui met tout à feu à sang, Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, c'est terrible. Heureusement, ici, c'est épargné. Ils passent pas très loin, mais ils ne viennent pas ici. Et très rapidement, c'est les mois, tout le monde a peur. Il y a des directives qui sont données de Toulouse. Vite, vite, il faut montrer les remparts. Et là, très certainement, on peut très bien supposer qu'en l'affaire d'un an, enfin, en tout cas, pour Toulouse, c'est ce qui s'est passé, en l'affaire d'un an, avec des briques et des brocs, avec tout ce qu'on peut, on monte des remparts. Évidemment, on peut très bien s'imaginer que ces remparts n'étaient pas faits ni en briques, ni en pierre. Ils étaient faits en terre séchée, en terre banchée, et ça, on ne le retrouve pas. Mais certainement, ça a été fait comme ça. Il y a des études qui ont été faites par divers spécialistes qui montrent que tous les systèmes défensifs, au départ et dans l'urgence, ont été faits comme ça. Bon, là, je pense, ce n'est pas Douvin, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a des vieux plans de 1770 très, très, très intéressants qu'on ne connaît que depuis quelques années. Vous voyez, comme quoi il y a des choses qui sortent des greniers des fois. Voilà. Je fais un appel si vous avez des vieux documents. Si des fois les documents vous voulez les garder, il n'y a pas de problème, mais au moins permettez-nous de venir les scanner, de voir ce qu'il y a, je le dis. Voilà, la Société Histoire sert aussi à ça. Et sur ce plan, on trouve des choses formidables. On retrouve... et voilà. On retrouve, regardez les remparts qui sont tout autour. On retrouve même des tours qui protègent Revel. On retrouve même des petits bastions militaires à chaque entrée de la ville, avec parfois des escaliers, ici, des escaliers qui permettent de monter sur le chemin de ronde. Et pareillement, la mairie a justement protégé 44 mètres de rempart, c'est ceci, qui se trouve, il y a un parquet actuellement, qui se trouve à la place du Paty, et qui, dans quelques années, quand les autres priorités passeront avant, ce sera réhabilité. Et là, on voit absolument comment c'est fait. Il y a même comment on appelle ça, les meurtrières, il y a absolument tout. On pourra faire un truc très intéressant et évoquer le passé militaire de cette ville. Là, je ne vais pas m'étendre. J'ai déjà fait des conférences là-dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir avec les anciens cadastres, voir aussi les emplacements des maisons. Les maisons, on remarque bien que ces maisons ont toutes une largeur qui est donnée, qui fait environ 5-6 mètres de large, si je me souviens bien. C'est donné 30 de bras, 7 ans de rase, de largeur, de profondeur. Le problème, c'est qu'en façade, c'est très très étroit, mais après, ça part très très long à l'intérieur, donc il y a des problèmes de lumière. Et souvent, il y a à certains endroits, il y a des puits de lumière. On a donc un premier corps de bâtiment, un puits de lumière, un second corps de bâtiment. Puis après, vous avez le fameux ruisseau Meyral, que l'on retrouve d'ailleurs pour la plupart des rues. On le retrouve, les linéations sont partout. Et après, ça repart dans l'autre sens, c'est-à-dire petite façade, premier corps de maison, les puits de lumière, deuxième corps de maison. On a fait un petit calcul, mais je crois que c'est la prochaine diapo. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Voilà, vous voyez, c'est là qu'il faut que j'en parle. Les cours et les jardins, ça s'appelle des Herals et des Kaisals. On a fait un petit calcul. On a calculé qu'il y avait environ, par moulon, par exemple, ici, nous avons, allez,
je vais y arriver, une vingtaine d'aérales, là il y en a 20, 50, 35, 50. Mais attention, quand on met 50, c'est 50 îlots. Donc il faut multiplier par 2, à savoir un îlot c'est tout ça. Donc il faut multiplier par 2. Donc ça fait 100, par exemple, il y a 100 habitations. Ça peut être multiplié par 2 ou 3 étages, parce qu'à l'époque, les gens ne prenaient pas 2-3 étages. Il pouvait y avoir 5-6 familles. En mettant un coefficient d'occupation de 4, 4,5, vous arrivez très rapidement à des chiffres assez hauts. Si vous faites le calcul de tout ça, il y a environ 500 Airal Casal, donc on arrive à 3000 habitants, qui correspond bien. Il aurait pu y avoir 3000 habitants dès la fondation de Revel, qui corroborent bien les textes que nous retrouvons vers 1360-70. Alors les maisons sont toujours pareilles, à colombage, avec petit encorbellement. Comme ces murs sont faits en terre sèche, en céréales et en pan de bois, ce qui est très important, c'est que l'eau ne puisse pas rentrer dans ces murs. Donc souvent il y a des petits avancements comme ça, qui permettent donc de mettre à l'abri les façades, mais aussi les personnes. C'est-à-dire que quand il pleut, ben, les gens ils passaient là, ils étaient à l'abri. Par contre, sur le plan hygiène, c'est pas très bon parce qu'on diminue la luminosité. Et par contre, pour l'eau, ben, il n'y avait pas de tube en PVC pour descendre de l'eau. Donc l'eau, elle coulait directement au centre de la rue et souvent le ruisseau était au centre. Et là, évidemment, il y avait des cochons, il y avait pas des moutons, des canards, ils avaient absolument tout. Et dans les textes, c'est terrible, mais les gens se battent parce qu'il y a toujours des animaux qui gênent ou, voilà, ou qui font des grosses bêtises. Voilà, bon, je passe, le temps passe. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma qui montre bien une rue, la rue Saint-Antoine, ici la rue du Four, et entre, il y a un moulon. Le moulon, c'est un corps de maison, un puits de lumière, un autre corps de maison, le Meiral qui récupère les eaux usées, et l'autre corps de maison de l'autre côté. Et ça monté par 2-3 étages environ, que l'on retrouve d'ailleurs dans les plans. Voilà. Donc ça, c'est le Meiral. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est une photo du Meiral. Alors ça, la plupart des Révois ne le connaissent pas, sauf les gens qui habitent à côté. Il y a un endroit où c'est qu'on peut pénétrer dans ce Meiral. Et voilà, c'est comme ça. Alors moi, j'ai un peu vieilli un peu la photo pour donner une idée un petit peu comment c'était. Je vous assure qu'on est là, on a l'impression d'être il y a 500 ans, parce que les murs ont gardé leur cachet très ancien. Voilà. Et c'est là maintenant c'est busé, évidemment, il y a des énormes buses, et ça traverse la ville de part en part. Mais des Meirals comme ça, il y en a beaucoup qu'on ne retrouve plus. Celui-là, c'est le plus important, c'est celui qui est le mieux conservé, mais il y en avait pratiquement à chaque moulon. Lorsqu'il y a eu les travaux dernièrement, les dernières années, ils ont réouvert des drains qui à l'époque étaient à l'air libre, mais qui ont été recouverts après en briques, comme cela. Et alors à certains endroits, on remarque qu'au départ, ils mettent un certain volume qui est là, mais par exemple pour ici, on le voit très bien, ici on voit très bien que ça fait le rond qui est comme ça, mais très rapidement ils sont obligés de crever la voûte parce qu'il n'y a pas assez de débit, et là ils ouvrent un peu plus pour ouvrir un peu plus le drain. On en retrouve pratiquement partout. J'ai encore récupéré des photos, Jean-Charles me les a données il y a un jour, là, des photos très anciennes qui datent de 20 ou 30 ans, où on voit des trucs énormes qui se sont ouverts. Je me rappelle, j'étais gosse, j'avais vu ça. Michel, toi tu as dû connaître tout ça, mais on reparlera si tu as des photos, ce serait intéressant. Voilà, là c'est près du rond-point, où c'est que l'on voit l'arrivée d'un drain important. Et parfois il faut le deviner. Il est là, vous voyez. Voilà. Alors là je vous ai mis... ça, c'est un autre drain qui se trouvait sous la Providence. Très important, ça devait être certainement une réserve d'eau. Une réserve d'eau très importante. Et là, je vous ai mis des photos qui ne sont pas Revel, mais ça a été fait à Paris. C'était la couverture de la rivière de la Bièvre. Et on peut s'imaginer un peu à Revel qu'il y a eu ce genre de travaux qui ont pu être faits à une époque en briques, recouverts par-dessus.
Oui. Bon, alors là, ça c'est les rases, bon, je ne vais pas faire entrer là-dedans. Là, c'est pour... Attends, je reviens un peu en arrière. Ça marche comme ça, ça. Voilà. Bon, c'est un peu tordu, hein, vous avez compris, c'est une vue panoramique, je n'ai pas su le faire en photo ortho droite. Hein. C'était juste... Ah ben d'accord, ça marche en retard. Bon, allez. Je m'excuse de vous demander pardon, comme dit l'autre. Allez, on y va. Voilà. Alors là, bon, rapidement, je suis sûr que ça va passer. Le vu actuel, voilà comment ça pouvait être à l'époque. Il faut vous imaginer que les rues, les places étaient sans macadam, il n'y avait pas de gravier. On a des tests où on voit les charrettes qui, lors de grandes pluviosités, des charrettes qui s'enfoncent jusqu'à mi-moyeu. Enfin, c'est infernal. L'eau qui rentre dans les maisons. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est les dimensions. Bon, on va passer. Hein. Quelques vues de l'ancien beffroi. Donc vous voyez que c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les trois dessins qu'il y a en haut, en bas à droite, ça c'est une photocomposition, donc c'est le beffroi de Revel que j'ai arrangé. Hein. Mais les trois autres, ce sont des documents d'époque, donc 18e et début 19e, pour des gens qui l'avaient vu et qui ont reproduit donc comment était le beffroi à l'époque. Si on pénètre dans certaines maisons, des fois dans l'arrière-cour, on retrouve une architecture très intéressante, comme ici, où l'on voit une ancienne maison. Ça, c'est une autre maison, avec parfois des petits trucs sculptés. Voilà, il y a une autre pierre sculptée qui est là. Ça, c'est la maison de la rue de Dreuil qui montre un petit peu comment ça pouvait être à l'époque. Voilà, alors ça c'est pour le petit clin d'œil sur un puits de lumière. Hein, vous voyez comment c'est fait. Alors vous avez un corps de maison côté beffroi qui est ici, avec la porte qui donne sous la galerie du Midi. Et là, il y a la cour. Et de l'autre côté, donc, ils avaient le second corps de maison qui démarre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu ce qui reste des vieilles maisons. On peut retrouver par exemple, ici des numéros. Alors ce qui est curieux, c'est si vous êtes dans la rue Notre-Dame, vous n'avez pas 2, 4, 6, 8, 10, et l'autre côté 1, 2, 1, 3, 4. Non. Vous allez avoir 222, à côté 434, 605. Ça ne se suit pas. Ce n'est pas chronologique. On peut se dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh bien, c'était fait à une époque. Ils ont dû le faire de façon chronologique, mais on n'est pas dans la numérotation d'une logique de rue. Alors, on en connaît 4 numéros comme ça. Hein. Et ensuite, vous avez des vieilles publicités qui, évidemment, celles-là sont début 20e, certainement. Et ici, là, vous ne le voyez peut-être pas marqué, la banque est ouverte le samedi, et voilà, elle se trouve au début de la rue Notre-Dame. On voit aussi le caractère de certaines maisons qui ont servi d'écurie, et celle-là est dans la rue des Écuries, bon, vous avez compris, il y a beaucoup de chevaux, passé militaire de la ville. Les pans de bois, les encorbellements, parfois c'est assez joli, ça c'est la maison de Franck dans la rue Maurice Douy. Et certaines maisons qui, par le fait même que la nappe phréatique est très très proche de la surface, et lorsqu'on met au départ, lorsqu'on met des pans de bois, ça pourrit, donc par capillarité l'humidité monte, on le voit d'ailleurs pour cette porte, et bien les gens trop rapidement ont changé les poutres, les pans de bois et ont mis de la pierre. Là, souvent, ces pierres sont des pierres de grès tertiaire qui sont du côté de Blanc. Des fois, des pierres de réemploi. Ça, c'est un pilier, comme je vous le disais. Le pourrissement des bases de piliers qui tiennent la halle a dû poser problème très rapidement dès la fondation de la ville. Donc très rapidement, ils les ont mis sur des pierres. Alors il y a des pierres, on le voit bien, elles sont très très vieilles, ont une facture très très ancienne. D'autres sont faites en ciment, qui sont plus récentes. Et certaines sont en réemploi de cimetières, par exemple, comme celle-ci. Bon, d'accord. En réemploi, voilà, comme celle-ci. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un éclairage latéral qui se fasse, ou que le soleil, le soir vers 4h, 5h de l'après-midi, vous l'avez, et on peut lire Rosa, je ne sais plus quoi, est décédée le 5 janvier. Alors ça doit être du 1696, certainement, ou 1796. Âgé de 2 mois, c'était un ange, voilà. Donc ça a servi. Et elle est là, vous vous amuserez à le chercher.
Petite anecdote, je vous ai dit que la charte de fondation, il y a 89 articles. Il y a des plans, parce qu'actuellement le nombre de piliers est moindre, je crois qu'il est de 75 ou 80, ou un truc dans ce genre. Mais à une époque, on a eu des plans qui sont parfaitement détaillés, où nous avons 89 piliers. C'est assez curieux. 89 piliers pour 89 items à la charte, il y a quelque chose à chercher là-dedans. Ensuite, les piliers, on voit qu'il y a plein de clous, il y a aussi des encoches en bois. Il faut dire qu'à certaines époques, sous le beffroi, ici, il y avait un abattoir. Plus loin, il y avait un écorchoir. Il y avait des habitats, quoi, des maisons, où on tuait les animaux et où on les vendait. C'est les boucheries. Parfois, il y a des numéros, je crois qu'on ne les voit pas très bien, il y a des numéros, eux qui ne sont peut-être pas très anciens, mais qui montrent un petit peu le passé de la ville. Ici, ben, vous voyez justement l'emplacement de l'écorchoir et de la boucherie. Ils sont très très bien placés, puisqu'on voit très bien où ils étaient. Là, vous avez une fontaine, deuxième fontaine, l'escalier qui monte. Donc ici, nous sommes en face, si vous voulez, le PMU, et là, en face, la rue du Nord. On arrive à la fin, hein, tenez bon. Vous voyez les numéros, à une époque, il y avait des crochets. Alors, on a des vieilles photos. C'était les crochets de boucherie, évidemment. Là, il y avait l'animal qui pendait, là. Et puis, on vous taillait le morceau de viande. Sur place, bonjour l'hygiène. Voilà, cadastration. Oui, ça, c'est petit clin d'œil aux cornières du beffroi. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque, c'était un peu comme à Mirepoix, pour ceux qui connaissent Mirepoix. À Mirepoix, les angles sont fermés, les maisons se touchent. On peut passer dessous, mais les maisons se touchent. Et ici, à Revel, ça a été pareil à une époque. Évidemment, on retrouve dans les textes à partir de 1880 jusqu'en 1910, à peu près 1912, on va ouvrir les angulations des portes pour que les gens puissent passer plus facilement, les charrois et tout ça. D'ailleurs, on a une photo près du Pipermingette, où on devine encore, là si vous voulez, c'est la rue, là il y a la mairie, là, la rue du Résistant. Voilà. Ici, donc ici vous aviez l'ancienne pharmacie, donc vous voyez très bien que ça tenait, quoi. Vous voyez l'angle, comment il est, ça c'est une photo, des fois les photos, on aurait tendance qu'à regarder les dames ou les chariots, il faut regarder au fond, c'est là. Et là on voit que c'était comme à Mirepoix. Et on a des vieux plans, notamment ces plans de 1770, où on voit qu'il y a des piliers qui sont très très près. Et là, ce n'est pas fantaisiste, hein, c'est quelque chose qui est très très bien fait. Et même dans le texte, il y a marqué qu'un homme à cheval a de la peine à passer là. Donc c'était un système sécuritaire en cas d'attaque de la ville ou un truc comme ça. C'était très étroit, mais les charrois, eux, passaient sous les galeries. C'est-à-dire les galeries étaient des rues, et à un moment donné, il y avait certainement un porche qui était plus large, et ils pouvaient rentrer à l'intérieur, comme je vous le disais, pour passer d'une rue à l'autre. Ils étaient obligés de passer par le centre du beffroi. L'insécurité à Revel. Bon, là, on est plus dans la fondation, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choses à regarder. Lorsque je fais des visites guidées de la ville, je montre tout ça. Les gens, même qui sont de Revel, ne le voient jamais, parce que quand on marche, on regarde par terre. On regarde toujours par terre, on regarde les pillages, limite, on ne regarde jamais en haut. Et en haut, il y a des petits trucs comme ça. C'est des judas. Des judas qui permettent, lorsque quelqu'un vient à la porte taper, eh bien, la personne, au lieu d'ouvrir directement, monte au premier étage, monte dans la salle, ouvre le petit truc, et dit « Qui est là? Qui êtes-vous? Montrez-vous » ainsi de suite. Et parfois, ils sont beaucoup plus grands. Des fois, c'est des véritables trappes pour faire monter du matériel. Bon, ça, c'est une vue en 3D de Revel, je passe, qui montre le système de l'eau et tout ça. Là, c'est les murs bâchés. Là, c'est les murs, maintenant ils sont bâchés, excusez-moi, les murs sont bâchés. C'est les fameux 44 mètres de rempart qui seront un jour arrangés. Ça a été parfaitement étudié dans une publication. On a un chemin de ronde qui est ici. On a le rempart qui continue à monter. On le voit mieux ici, attendez. Alors là, c'est vraiment ces fameuses pierres en grès, vous savez, quoi, des grottes latères et qui sont assemblées. Il y a un peu de tout. Hein. On voit qu'il y a des morceaux de poutre qui sont là. Non, plutôt ceux-là, parce que ceux-là, ils sont plus récents. Quelques morceaux de poutre qui sont là. On voit des meurtrières, ici. Et ici, vous avez un chemin de ronde.
qui est très étroit, c'est-à-dire que quelqu'un ne pouvait pas s'y balader dessus. Par contre, il y avait un plancher en bois avec des arbalatiers qui venaient dans ces trous, et on avait un plancher en bois donc, qui permettait de faire tout le tour de la ville, y compris de passer les portes, puisque les portes, elles étaient comme ça. Je pense que c'est la diapo après. Non. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à un endroit où on a une vision très courte sur 1,50 m environ du rempart de Revel vu de l'extérieur, tel qu'on pouvait le voir quand on venait de Toulouse, il devait être comme ça tout autour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un petit relief ici qui est joli. Après, c'est de la brique, ça c'est de la pierre. Donc ça, avec les systèmes informatiques, on s'est amusé à le multiplier. Et voilà un petit peu le mur tel qu'il pouvait être, le mur de Revel, qui pouvait être à cet endroit-là, avec la fameuse tour. Ça, c'est la tour de Piloran qu'on a collée sur l'image. Voilà un petit peu comment pouvaient être les remparts de Revel lorsqu'on venait. Là, nous nous trouvions, la poste, si vous voulez, est à 50 mètres à côté. Là. Voilà. Bon, on s'amuse des fois. Bon, c'est pas tellement... c'est pas une démarche très scientifique, mais ça permet de s'imaginer. Ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les détails du plan. Ça, c'est un plan. Alors là, c'était à pleurer. Quel bonheur d'avoir ça. Regardez, vous voyez absolument les escaliers, le système militaire qui permet de garder cette porte. La porte Saint-Antoine avec 2 fermetures, avec un petit pont et les ruisseaux qui passent ici. Vous avez la croix. Et ça, vous l'avez pour les 4. Hein. Enfin, là, j'ai mis que celle-là. Là, vous avez le début de l'urbanisation en dehors de la ville. On voit très bien que les Tuileries commencent à se faire à l'extérieur, y compris à un moment donné, ils parlent des boulangeries. Bon, voilà. Vous avez vu l'incendie qu'il y a eu il y a quelques années. Cette ville, donc, posait beaucoup de problèmes, la plupart des villes de l'époque, puisqu'elles étaient en bois. Et il suffisait qu'il y ait un incendie et un peu de vent d'autant, avaient les moyens de lutte contre l'incendie qu'ils avaient à l'époque. La seule chose à faire, c'était de démolir les maisons saines qu'il y avait de chaque côté pour éviter que le feu embrase toute la ville. Dans l'histoire, il y a eu des grandes villes, comme le grand incendie de Londres, qui a cramé toute la ville. Quoi. Une vue de Carcassonne, mais de la cité. C'est pas la cité de Carcassonne, c'est la cité du bas. Hein. La ville, où vous avez cette fameuse échauguette. Et on peut très bien s'imaginer. Donc, on avait ça à Revel, à l'endroit que je vous ai précisé juste avant. On continue. Alors ici, on est dans la rue des Écuries. Vous avez vu, il y a toujours les portes des Écuries. Il y en a plein tout le long. Là, vous avez le tour de ville. Mais à l'époque, il y avait plein de rues qui n'étaient pas ouvertes comme ça. Elles étaient comme ça. Il fallait s'imaginer qu'il y avait un rempart, avec parfois la garde militaire qui était sur les remparts ou dans les rues. Et voilà une petite rue, ça c'est une rue de Sorèze. Il faut s'imaginer qu'on pouvait avoir des rues comme ça, peut-être moins fleuries, ça n'avait pas peut-être trop le temps de la fleurir. Voilà, ben vous l'avez échappé bien, hein, je vous libère pas à minuit. Merci, voilà. Alors, merci pour vos applaudissements. Si vous voulez me poser des questions, que je puisse vous répondre, j'essaierai. Sinon, je ne vous répondrai pas. Alors, je reste en bas. Oui. Si j'ai une question. Le pâtis, c'est quoi? Qu'est-ce que le pâtis? Le pâtis, alors, il y a plusieurs explications. Pâtis, ça peut venir un peu de Padouvin. Le Padouvin, le Pré des Jeunes. Le pâtis, c'est une consonance, surtout dans la région de Marseille. Le pâtis, c'est un quartier qui est pas propre. C'est un endroit qui est pas terrible. Un pâtis. Et ça correspondrait bien parce que le pâtis, c'est vraiment l'endroit le plus bas de la ville. C'est à cet endroit que le Rio Maïral sortait. Mais le pâtis, tu le mets un petit peu en parallèle, un peu avec Padouvin, tu vois. Padouvin, Pré des Jeunes, où il se passait plein de choses. Est-ce qu'on connaît un petit peu le délai qu'il a fallu pour avoir toutes les constructions au sein de la Bastille? Depuis le premier jour de la fondation, donc les premières rues, et combien de temps il a fallu pour que la ville soit vraiment construite à l'intérieur? Alors là, je vais te décevoir, je ne peux pas te donner une réponse claire et nette. Bon, voilà, tu peux partir si tu veux. Il y a peut-être des questions intéressantes après. Ce que je peux te dire, c'est que 15 ans après, il restait quand même de grands espaces qui étaient libres, hein, puisque à un moment donné, on voit notamment au Paty,
tiens, au Faubourg Saint-Antoine, où il y a un grand espace où on va mettre en place le couvent de Saint-Antoine du Thé. Et on voit aussi au couvent des Dominicains, là où il y a la mairie, et pratiquement jusqu'au Beffroi, il y a un grand ensemble conventuel qui va se mettre en place, c'était dominicain. Donc ce qui veut dire que tout ça, ce n'était pas habité. Maintenant, comme je le disais au cours de l'exposé, c'est qu'on retrouve quand même des textes 15 ans après, suite à la demande du sénéchal de Toulouse, qui demande au roi d'avoir le droit d'avoir un juge, d'avoir un système de police, parce qu'il y a 3000 habitants dans la ville. Et tu as vu la démonstration que j'ai fait tout à l'heure, où j'ai pris les moulons, on arrive à ça, 3000, ça correspond, quoi. Et 3000, après, 50 ans ou 100 ans après, on retrouve, c'est toujours 3000. Il n'y a qu'à partir du 18e siècle qu'on monte à 4000, 4005. Mais là, j'ai récupéré beaucoup de données, je vais faire un truc démographique assez intéressant. Et après des épisodes donc, très particuliers comme la peste, hein, quand même, parce que là, c'est vrai que je n'ai pas développé à un moment donné, où j'allais le faire, peut-être je crois que je ne l'ai pas fait, c'est que Revel n'a pas été vraiment bâti au bon moment. La guerre de 100 ans, les conditions climatiques qui se détériorent fortement, donc il y a des problèmes de disette, manque de graines, des choses comme ça. Et il y a la peste. 1342, Revel est créé. 1348, c'est la grande peste, la peste noire. Hein. Et là, on sait que pratiquement dans tous les villes, villages, un peu partout, c'est 50% de la population qui disparaît. Donc là, de 3000 habitants, tu passes à 5500 habitants. Et on retrouve justement, juste après ces phénomènes de peste, hein, dans beaucoup d'archives, dans la mesure où on peut les trouver, beaucoup d'actes notariés, où évidemment les gens sont morts, des gens héritent, et donc il y a des textes où on dit que les gens qui s'en sont sortis, ils sont plus riches du coup, parce qu'il y a le domaine foncier qui est libre. Deuxièmement, on manque de main-d'œuvre, et la main-d'œuvre est payée plus cher, et puis les gens ont envie de vivre. Et on dit dans des textes, c'est un vieux français, mais je ne me rappelle plus, mais c'est du style on se marie à foison, c'est-à-dire que on ne se marie pas toujours, on profite de la vie et voilà, il y a des cavalcades, il y a pas mal de trucs juste après la peste. Et après il y aura le choléra. Et... Parce que tu dis 3000 habitants au bout de 10 ans à peu près, ce qui voulait dire qu'au bout de 10 ans, quasiment tout était construit. Quoi. Pratiquement, oui. Mais ça, c'est difficile parce que le problème, ça dépend des périodes. Ça dépend du coefficient d'occupation que tu vas mettre par maison, tu vois. Mais il n'y a pas de test, il n'y avait pas de... c'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'on a des recensements vraiment clairs et nets. Et encore, ça devient compliqué parce que des fois, il y a certains recensements qui se font avec Vaudreuil et Vaudreuil. Voilà, c'est très compliqué. Et qui vendait le foncier? Qui vendait le foncier? À qui il appartenait? Consul? Au roi. Au roi, oui. Alors, d'après les textes, mais là, pour Revel, ce n'est pas spécifique, ça c'est beaucoup plus général pour les Bastides. Quelqu'un qui voulait venir à Revel payait ce qu'on appelait une intragia, une taxe, c'est-à-dire pour avoir le droit d'avoir un emplacement. Il payait la place, quoi, si tu veux. Après, il devait bâtir la maison. Là, je parle tout à fait au début. Et la maison, il était obligé de la bâtir. Alors, je ne me rappelle plus, c'est dans les textes de la charte. Si au bout d'un an, il ne l'avait pas bâti, ben, il perdait tout. Et on mettait quelqu'un à sa place. Oui, c'était les droits et les devoirs, mais bon. Voilà. Et après dans les devoirs, ben oui, après il y a l'histoire des vols, des crimes, des trucs. À Revel, bon, il y a eu les peines capitales. J'en ai fait un article sur la peine capitale à Revel. Les faux-monnayeurs étaient bouillis dans l'huile, enfin des trucs comme ça. Quoi. C'est les pendaisons. Alors des fois, on a des trucs pas possibles. En particulier un truc qui se passe sur la Révolution. La population va pendre un jeune homme qui doit avoir 16-17 ans, dont on doit être dans les années 1600 et quelques. Ils vont le pendre, alors ils sortent de la ville de Revel, ils trouvent un bel arbre, ils prennent une corde, ils prennent le gars, ils le font monter sur un tabouret, ils tendent tout ça, pouf, ils font partir le tabouret. Le gars, pouf, il fait ça, puis pouf, la corde casse. Bon, alors on remet ça, on refait le truc, alors ils prennent une branche plus grosse, pouf, la corde casse ou ça se délie. En fait, trois fois le gars il s'en sort. Et à la fin, il y a des gens qui arrivent. C'est l'anecdote, mais c'est pour vous montrer que les textes, c'est drôlement intéressant quand même l'histoire.
Enfin, non, ce cas, c'est triste, mais c'est intéressant quand même. Parce que c'est un petit film, quoi, on se passe un petit film. Et à la fin, il y a des gens qui disent, mais c'est plus possible, il y a Dieu qui ne veut pas que ça se passe. Donc, il faut le laisser vivre. Alors, il réessaye quand même une fois, parce que là, ça commence à chauffer. Et le type, il s'en sort. Et on sait tout ça, parce qu'évidemment, c'était un genre de miracle, vous vous rendez compte. Il y a un bouquin qui a été écrit, on l'a le bouquin, hein, il est aux archives. C'est écrit, le gars, il s'appelle, je ne sais plus comment, je n'ai pas la mémoire du nom. Mais le gars, il paraît qu'il était un peu... il toussait pas, mais il n'était pas bien. Il l'a emmené à l'hôpital de Castelnaudary et je crois qu'il n'a pas vécu longtemps quand même. Voilà. Et une autre fois, allez, tant que je suis dans les anecdotes, parce que je vois que ça me plaît quand même, une autre fois, c'est à Castres, il y a une peine capitale, on doit couper la tête à quelqu'un avec une grande hache. Le bourreau est malade, à Castres, il n'est pas bien, donc on fait appel au bourreau de Revel. Mais le bourreau de Revel, il n'a pas trop l'habitude a priori. Donc le bourreau de Revel, il part à Castres, il essaye son truc, il amène sa hache, tout ça, bon, tout s'installe, ceci, cela. Et puis au moment de l'exécution, il va pour mettre sa hache sur le cou du bourreau, mais il a un peu peur, il dévie un petit peu, donc il tranche qu'à moitié, le gars se bouge, il n'est pas mort, il retente une seconde fois, enfin, et là la population, ils n'aiment pas du tout ça. Alors le gars, il est mort quand même, hein, là, peut-être tranché, mais le bourreau aussi, le bourreau de Revel, la population l'ont attrapé, c'est l'estrapade et c'est mal fini pour lui. Métier dur, le bourreau quand même. Ah, monsieur Goubert de la Dépêche me demande de lire l'article 50 de la Fondation. Dans les droits et devoirs, évidemment, on en parlait. L'article 50, c'est, attention, à l'époque, il y avait les mœurs, tout ça, pas le droit de concubinage, pas le droit de ceci, cela. Et lorsqu'il y avait un adultère, il fallait quand même que les gens soient pris sur le fait. Là, c'est pas des on dit, ah quand même, c'est un peu mieux quand même, vous ne trouvez pas? Il faut être pris sur le fait. Alors quand même, ça devait paraître toujours, pas être pris pour le fait, les gens devaient bien se planquer quand même. Hein. Ça réveille, c'est comme partout. Hein. Et dans la mesure où ils étaient pris, ils étaient jugés. Et là, s'ils avaient un peu de sous, bon, ils payaient, je ne me rappelle plus, 6 sous toulousains, ou 20 sous toulousains, un truc comme ça, 20 sous toulousains. Et je sais que dans une autre ville, c'était moins cher. Il valait mieux tromper sa femme dans un autre village, c'était moins cher. Donc, 20 sous toulousains, et si vous n'avez pas d'argent, eh bien, il fallait qu'un jour en particulier, souvent c'était le samedi, jour de marché, vous fassiez 3 ou 4 fois le tour de la ville, à poil et à plume, hein, c'est comme on dit. À poil. Alors là, ils n'avaient pas la télé, donc c'était quand même sympa. C'était dans la série X, là, quand même, hein, c'était... Voilà. Voilà, alors après, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Et dans l'histoire, c'est vrai que les archives, je le redis, excusez-moi, parce qu'il y en a, je vois les gens qui reviennent, chaque fois, ils doivent dire qu'ils disent toujours la même chose, mais moi, je tiens à vous dire, pour vous donner peut-être envie d'en faire, quand vous allez sur vous partez dans les archives, vous ouvrez un bouquin, bon, vous savez à quelle époque vous êtes, ceci, cela, mais vous ne savez pas du tout ce que vous allez trouver. Et chaque page qui tourne, chaque fois que vous avez une page, vous êtes comme un gosse, vous savez, le jour de Noël qui ouvre les paquets. Vous ne savez jamais s'il va y avoir un beau jouet ou pas un beau jouet. Alors des fois vous tournez les pages, c'est pas bon, et un jour, oh, vous trouvez le truc qui n'est pas du tout connu, tout ça. Et le cas, c'est un des cas par exemple, c'est pas grand chose. Mais pour moi, ça m'a émotionné, comme on dit, ça m'a ému. En fond de page, vraiment, il n'y avait que 3 lignes où on décrivait le blason de Revel. Et le blason de Revel, on les connaît, le blason de Revel. Il y en a 5, là, avec le R, la croix des Valois, puis les Bourbons, c'est cela. Et là, il décrivait que le blason, il était comme ça, avec le R et la croix, mais qu'en plus, il y avait 2 biches qui le tenaient de chaque côté. Et ça, c'était inconnu. C'était juste 3 lignes. À la limite, j'aurais pu regarder le reste, parce que c'était beaucoup plus important, ça parlait des consulte tout ça, et complètement, comme on dit, zapper les 3 lignes. Ces 3 lignes étaient très importantes, parce que l'histoire des biches, ben, ça a un rapport avec la forêt, avec la chasse. Avec la chasse, à Vore, on sait qu'il y avait des milices de la ville, de chasseurs, mais aussi qui permettaient d'attaquer les brigands. Et donc, il y a toute cette histoire rentre avec la forêt, la chasse et tout ça.
Et on l'a dessiné. On a repris un petit peu avec l'héraldique, hein, on a repris ça et on a mis un blason de Revel avec les deux biches. Autre question? Le marché de Revel existe depuis le début. D'ailleurs, dans la charte, c'est bien expliqué. Alors, des fois, ça a changé un petit peu. Alors, il y avait, à certaines époques, il y avait 3 marchés. Il y en avait le mardi, c'était pour le bois. Alors, exactement, je ne me rappelle plus. Mais grosso modo, c'est ça. Le mardi, c'était le bois. Le jeudi, c'était les animaux. Et le samedi, c'était le ravitaillement, des choses comme ça. Et puis après, il y avait des foires. Et alors là aussi, il y avait des taxes, mais pour certaines personnes, ce n'était pas taxé. Et des fois, entre certains villages, il y avait des passe-droits. C'est-à-dire, les gens de Piloran, s'ils venaient vendre à Revel, ils ne payaient pas de taxes. Par contre, les gens de Revel, s'ils allaient à Piloran, ils ne payaient pas non plus. Voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Mais là aussi, il y avait entre guillemets, une police du marché. Les gens venaient, ils regardaient si les animaux, si la viande était bien fraîche, si les tissus étaient en bon état. On avait des marchands de drapiers ici. Il y avait des marchands de drapiers qui fabriquaient des draps. Et là aussi, il y avait des inspecteurs qui venaient. Une fois que les draps étaient finis, ils étaient plombés. Il y avait un système de plombage. Tout ça, c'est des trucs, il y a dans les archives. Je ne fais pas de la fantaisie, là, c'est du sérieux. Donc tout ça, c'est super intéressant. Après, puisqu'il n'y avait pas de magasin encore. Tout à fait. Alors, les magasins, on pense qu'il y en avait dès le départ, puisque les galeries, comme je l'ai dit, c'était des rues, mais si vous regardez un petit peu, encore, il y en a certaines qui gardent une certaine architecture, on voit très bien qu'il pouvait y avoir un arrondi, donc comme maintenant, quoi, je veux dire, il y avait des commerces sous les galeries. Et d'ailleurs, dans les textes, on voit que des fois, il y a des problèmes. Les problèmes avec las tiendas, les tentes. C'est-à-dire que souvent, ils mettaient des espèces de draps qui ne tenaient pas de bois, ça posait des problèmes, il y a eu des accidents. On retrouve tout ça dans les textes, donc ce qui permet de s'imaginer comment ça pouvait être. Donc, Revel, ville artisanale, ville du commerce. Il y avait des gens qui devaient vivre en Revel, qui devaient après partir dans l'agriculture et dans le pastoralisme à l'extérieur de la ville. Quoi vous dire de plus? Alors, certaines périodes, dès le départ, c'est le marchand de draps. C'est des drapiers. On sait qu'on a un certain Datini, un marchand génois, qui allait vendre les draps, qui venait acheter des draps ici, à Sorèze et à Durfort. Là, je vous parle de 1390 par là. C'est pas mal quand même. 1390, ils venaient acheter des draps fabriqués à Revel. On a le nom des draps, on sait comment c'était vendu, ceci, cela. Et tout ça partait à Gênes. Mais c'était des draps qui n'étaient pas de très très bonne qualité, qui n'étaient pas chers, et qui se vendaient très bien, parce qu'ils n'étaient pas chers, et qui étaient achetés pour une population qui n'avait pas trop d'argent. Bon, alors il y a eu les marchands de drapiers. Après, on voit que Revel, c'est une énorme plateforme de vente de blé, puis de maïs, quand le maïs arrive vers 1540, si je me rappelle bien, on l'a décrit ça aussi. Ça revient par le Pays Basque, ça arrive ici. On a du maïs, le millet, qu'on appelle. Avec Piloran, dans les textes, on voit que c'est de très très gros marchés. Revel et Piloran sont des très très gros marchés de blé et de millet. C'est pour ça qu'à partir de Revel, on veut absolument rendre la Rigole navigable pour partir, pour amener tout ce blé, tout ce maïs en direction du canal du Midi. Mais il y aura beaucoup de problèmes parce que les gens de Castelnaudary ne sont pas d'accord, parce que du coup, passant par la Rigole, tout ce matériel n'est plus taxé à Castelnaudary, puisqu'il arrive directement au col de Nourouz. Donc il y a des problèmes, ça ne se fera pas. Mais il faut que vous sachiez que dès le début du 19e siècle, vers 1802-1803, il y a des projets entre le Toré et la Goutte, pour venir ici, sur la Rigole de la Plaine, et on parle même d'un port. Alors on sait qu'on avait un port, le port Louis, mais qui aurait eu un port plus important qui aurait été au pied des murailles de Revel. Bon, on le retrouve, voilà. Ça, c'est pas fait, c'est des projets. Par contre, on a le plan, on sait exactement où ça passait, tout ça. Alors, oui, là, je peux vous répondre. Merci de m'avoir posé la question, sinon je vous réponds. Alors, la première église qui a été bâtie à Revel, c'est à l'église où il y a actuellement. Le problème de l'église que vous la voyez telle qu'elle, c'est on peut le dire comme ça, une église gigogne, c'est-à-dire petit, plus grand, plus grand, plus grand. Tout ça aussi, c'est décrit dans nos publications.
Autour de cette église, la première église, alors on ne sait pas exactement quelle grandeur elle avait et comment elle était, mais on sait qu'autour il y avait un cimetière. Dès le départ, le cimetière devait être là. Très rapidement, il n'a pas tenu longtemps, parce que bon, évidemment, il y a eu des morts, et donc ils ont créé le cimetière là où il est actuellement. Et cette église a eu beaucoup de problèmes au cours des siècles. Elle s'est effondrée, rien ne tenait, ça a coûté beaucoup d'argent. Donc, évidemment, il l'a rangée chaque fois. Et elle est devenue ce qu'elle est actuellement. Et vous avez, si vous remarquez, il y a les deux grands clochers de devant qui sont de style néo-byzantin, mais derrière, vous avez l'ancien clocher du XVIIIe siècle, qu'on devine et qui est à l'intérieur. Par contre, il y avait d'autres églises. Il y avait une église mais qui était à l'intérieur du couvent des Dominicains qui se trouvait sous la galerie du Levant, et une autre qui se trouvait sur la place du Paty, qui a été détruite par les protestants pendant la guerre de religion. Il doit y avoir encore d'ailleurs les fondations dessous. C'était l'église des Antonins. Une autre église importante, mais qui se trouvait en dehors de Revel, se trouve à Saint-Roch, près de Saint-Ferriol. Saint-Roch était présumé enlever la peste dans le village. Voilà, et c'est à peu près où se trouvait cette église de Saint-Roch. Voilà. Est-ce que dans la maison du sénéchal, rue du Thor, on a la maison du sénéchal, oui. rue du Thor, quel était ce sénéchal alors, qui a dû l'habiter? C'était pas une maison de sénéchal, c'était une maison de maître. On peut penser certainement une maison de... Là, on ne sait pas par contre, je ne sais pas, même Hébrard, Jean Hébrard, qui était un peu spécialisé dans ces trucs-là, nous a pas laissé d'archives. Il faudrait qu'on recherche dans les compois et tout. Certainement une maison d'un riche négociant, d'un marchand de paix. Moi, je pense notamment à un certain Marc Bermond-Lacombe, au XVIIIe siècle, parce que tu as des fenêtres à meneaux, enfin, on peut dater, tu as même des poutres qui sont peintes en haut. C'est ancien, les cheminées qui sont de très belles factures. Donc, moi, je pense à ce fameux Marc Bermond-Lacombe, qui était un marchand de drapier très important, qui était un ami d'Isaac Courtois, ça vous parle, Courtois, Banco Courtois, et quand même il faut que vous sachiez, mais ça sera dans le prochain tome 4, qu'à Revel a été une des premières banques, je ne fais pas de pub pour la Banque Courtois parce qu'elle existe toujours, une des premières banques régionales quand même. Et à Revel, il brassait plusieurs millions de livres, et on retrouve... On a eu d'ailleurs les registres comptables de ce Marc Bermond-Lacombe, où on voit qu'en 2 ans, il brasse plus de 1 million de livres. C'est énorme, énorme. Donc c'était plus qu'un marchand de drapier, c'était un banquier. Alors j'opterais assez pour ça, mais c'est pas sûr. Il faut faire de la recherche. Mais c'est vrai, c'est une des plus belles maisons. Tu as la maison Trouche aussi, qui est très belle. Et il y a la maison Franck, avec la tour de la Landelle, qui est à l'intérieur de la maison Franck, qui elle a appartenu aux Dominicains et qui a dessous un souterrain. Quand j'étais jeune, on était parti on avait creusé, avec l'autorisation du propriétaire, on avait creusé un tunnel dans le mur parce qu'il y avait une espèce de lucarne. Et on était parti évidemment pour partir dans les fameux souterrains de Revel qui nous ont ramenés, on ne sait pas trop. Et alors on a creusé, on est passé de l'autre côté, mais... Quand on a fait la petite lucarne, on a vu un grand trou noir, on a dit c'est bon, on va partir. On était spéléo à l'époque, on faisait beaucoup de spéléologie. Et on prend une torche et on dit ah, il y a un vélo, des pots de confiture, un tas de charbon. On était dans la cave du voisin. Ouais, mais en vérité, c'était quand même bien d'avoir fait. En vérité, c'était l'espèce de souterrain en vérité où passait l'eau, certainement, et qui a été tronçonné à chaque maison. Chaque maison a fait une cave. On a été déçus quand même pour le charbon. On aurait aimé trouver des hommes avec des armures, avec des armes à l'époque. J'avais 15 ou 16 ans. Voilà. Des consuls, de l'organisation consulaire. Ah oui, ça oui. Alors, un peu trop même, tu vois. C'est très compliqué. Les consuls, alors déjà, il y avait un conseil consulaire fait de 24 personnes. Alors, il y avait quatre niveaux. Il y avait 6 nobles, 6 agriculteurs, 6 ouvriers, et, je ne me rappelle plus très bien. Enfin, c'était par classe. Et les consuls, ils étaient 4. Il y en avait 2 de Revel, 1 de Dreuil, 1 de Vaudreuil, mais ça a changé. Et notamment au temps des protestants et des catholiques. Alors là, après, il y a eu des ratios, c'était plus que compliqué. Mais il y avait un premier consul.
et après un consul adjoint, et un troisième et un quatrième. Voilà. Et ils avaient quand même ils avaient un habit. Un habit d'ailleurs, c'est les couleurs du rugby, du foot, rouge et noir. Ils avaient un habit rouge et noir, comme les capitaux de Toulouse d'ailleurs. Ils avaient des valets consulaires qui avaient aussi des petits uniformes, mais là par contre ils ne sont pas très bien décrits, et c'est dommage. Et ils avaient fonction de police, ils avaient droit de juger des gens. Alors souvent ils se faisaient aider quand même par des juges royaux, parce qu'ils n'avaient pas la compétence. Mais c'est eux qui étaient aux commandes, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mérite, parce que ben, l'argent ils n'en avaient pas trop. Hein. Donc ils faisaient au mieux. À l'Ancien Régime, on voit que ces consuls essayent autant qu'ils peuvent d'arranger le mieux la misère des gens, mais ils n'ont pas les moyens. Il y a des bureaux de bienfaisance, il y a des gens malades, mais je sais pas, là on ne comprend pas très bien comment ils sont soignés. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'on voit vraiment mettre en place une véritable politique à ce niveau-là. Mais ils s'occupent de tout, et ils siègent aux États du Languedoc. Ils vont à Montpellier, aux États du Languedoc, mais pas chaque année. Ça tourne. C'est-à-dire, il y a les consuls de Lavore, ils y sont tout le temps. Mais nous, ça tourne. Une fois, c'est celui de Mazamet, une fois celui de Sorèze, une fois celui de Revel et de Mortre, je ne sais plus. Enfin, ça tourne. Une fois tous les 4 ans, ils sont. Et alors, on voit, par exemple, le consul, un tel qui va à Montpellier. Alors là, c'est formidable parce qu'à Montpellier, on a tous les registres, tous les PV, et on voit ce qui se passe. Et on voit à un moment, notamment, qu'ils défendent cette fameuse navigation sur la rigole. Ils défendent aussi, il faut absolument arranger les routes, c'est plus possible. En hiver, lorsqu'il y a les inondations du Sort, même les régiments ne peuvent plus passer. Enfin, c'est de la folie. Alors ça, les casernes, il y en avait partout. Il y en avait partout. Alors, il y a eu des projets de casernes. Il y a eu même les casernes. Ils devaient mettre même une brigade de cavalerie, là où c'est, à Port-Louis, où il devait y avoir 80 chevaux. Ça, c'est jamais fait, c'est un projet. Les casernes, c'était en vérité des maisons louées. On mettait 10 soldats là, 5 là, ainsi de suite. Hein. Et là, on voit, alors il y a les états de lieu, il y a un moment quand les militaires y viennent, et on dit il y a 3 cuillères, il y a 2, vous voyez, enfin, l'état des lieux. Ça, c'est aussi, c'est marrant. Des fois, il y a des problèmes. Hein. Alors, des fois, il y a les militaires qui font un peu la fiesta, qui molestent les Revellois. Les consuls sortent, les consuls se font taper aussi. Enfin, s'il en reste 44 mètres. Ouais. Mais les murs on a commencé à les rabaisser. On les a rabaissés à 2 mètres de hauteur, fin 18e. Et après, c'est vraiment au début du 19e siècle, parce que même sous Napoléon, il restait encore des portes, plus ou moins, et des murs. Mais on ne pouvait pas. En plus, on voit dans les archives que ces murs, sans arrêt, ils s'écroulent. C'est pas possible. Oui, voilà, ouais. Bon, ça aurait été un truc comme la cité de Carcassonne. Et la cité de Carcassonne, vous savez qu'elle a failli passer aussi au crible. Hein. Il y avait des carrières et c'est Viollet-le-Duc qui a sauvé tout ça. Sinon, à l'époque, on ne gardait pas ça. Hein. Ouais, puis on ne peut pas tout garder. Hein. Michel, on ne peut pas tout garder. Hein. Le 18e, je crois qu'il y a un quart du budget qui passait dans le... Dans le patrimoine? Non, dans les remparts. Ah oui. Écoute, tout le budget des consulaires, hein, quand je vois, c'est les églises, parce qu'il n'y avait pas que celle de Rhodes, il y avait celle de Vaudreuil et les remparts. Et le beffroi. Le beffroi, alors on n'en parle pas. Le beffroi, il passe un pognon pas possible. Ils sont toujours en train de pleurer auprès de Lavore, parce qu'ils n'ont pas des fonds, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Chaque fois, il faut qu'ils demandent des subventions. Je vais vous répondre de façon très lacunaire, parce qu'on ne retrouve pas beaucoup de documentation là-dessus. Par contre, à un moment donné, on a la corporation. Alors, si, il y a plusieurs corporations qui vont monter des secours mutuels, genre secours de Saint-Éloi, des trucs comme ça. Donc, on voit qu'il y a des corporations. Il y a la corporation des tanneurs, justement, qui, début 19e siècle, lorsqu'ils reçoivent le prince d'Orléans, ou je ne sais plus quoi, qui vient à Revel, ils le reçoivent avec une danse, c'est la danse du chevalet, qui se danse beaucoup du côté de Montpellier, Béziers, enfin qui se danse. Mais ils le gardent encore en folklore, en tradition, ça y est.
Et donc on voit donc cette corporation qui va organiser une danse du chevalet. Et c'est intéressant, vous allez dire, c'est une anecdote, mais c'est intéressant parce que ce truc-là, la danse du chevalet, a un fond politique, dans le fond politique à cette époque, si vous voulez, où on sort du bonapartisme vers la monarchie, si vous voulez, et là, c'est une façon de mettre en avant la monarchie, la restauration à ce moment-là, puisque la danse du chevalet correspond, alors attendez, c'est un peu compliqué, au roi d'Aragon lorsqu'il il avait le fief de Montpellier. Voilà, vous tapez danse du chevalet sur Wikipédia, ça se regarde, hein, bon, il peut y avoir des conneries, mais il y a des choses très très intéressantes, avec Internet on trouve tout. Voilà, et donc on retrouve beaucoup de traditions quand même à Revel, et ça c'est intéressant. Donc il y en a eu sur des corporations, les tanneurs, les marchands drapiers, oui, les menuisiers avec les mounouris, ça existait. Oui. L'eau qui passait. Ah, mais l'eau qui passait sous Revel, vous voulez dire, oui. Oui, alors à l'époque, attendez, je le mets loin. À l'époque, cette eau était à l'air libre. On est bien d'accord. Maintenant, ça sort dans des canalisations, des aqueducs souterrains, on va l'appeler comme ça. Mais ça continue, c'est l'eau vieille qu'on appelle, qui continue à fonctionner et ça continue à aider un petit peu à la sortie des eaux sales. Voilà. Mais à l'époque, c'était en surface. Et si vous regardez Revel, notamment ça se voit très bien au beffroi, Revel, si je me place, je me situe, elle est dans cette pente-là et comme ça. Donc, si vous voulez, tout est calculé. Au départ, ils avaient calculé qu'à cet endroit-là, ils auraient une pente nord-sud et ouest vers l'est. Ce qui fait que tout se retrouve sous contrôle du géomètre officiel. Ça se retrouve à la poste. Hein. Toutes les maisons. Qu'est-ce qui reste comme maison qui a été créée en 1342 et quelle est la plus vieille de Revel, qui est dans l'état? Alors, franchement, là, je ne te remercie pas de m'avoir posé. Parce que, à mon avis, des maisons de l'origine, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Les maisons ont dû être toutes reprises, plusieurs fois même. Je dis ça en m'appuyant un petit peu sur ce qui a été fait à Sorèze. Ils ont fait de la dendrochronologie sur des vieux colombages en pensant que c'était très très ancien. Et manifestement, ils remontent qu'au 16e, 15e, voilà, mais pas avant. De plus, on peut très bien penser que les premières maisons qui ont été faites en pierre banchée. Tu connais ça, toi? Pierre banchée, c'est-à-dire c'est de la terre que l'on met entre des planches, qu'on tasse, et peut-être même pas avec des pans de bois au départ. Ça a commencé comme ça. Parce que ça allait très vite, et puis bon, vous avez bien compris, les gens n'avaient pas trop d'argent, et ils faisaient donc genre de pisé. Alors après, ils ont dû mettre des morceaux de bois, certainement, mais des trucs d'origine, il n'y en a pas. Même, enfin, on ne devrait pas le dire, mais sous le beffroi, il y a beaucoup de poutres qui sont des poutres de réemploi. D'origine, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ce qui est pratiquement sûr, c'est que la forme des rues et tout ça, là où elles sont, elles n'ont pas changé. La largeur aussi. Le beffroi, la forme du beffroi, la grandeur du beffroi n'a pas changé parce qu'on retrouve bien un nombre de brasses, de rases, ça s'est écrit dès la fondation, ça correspond. La ville baigne dans son jus quand même, même si ce n'est pas le jus original. D'origine, pardon. Plus de questions? Merci. Merci.